Christophe sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. 99.8. Le Grand Forum, bienvenue à tous, émission de référence tous les jours 16h, 18h, ravi de vous retrouver pour ce mardi 16 novembre avec au programme, on va parler de la lutte antidrogue dans ce pays, pour prendre exemple évidemment du côté de Marseille, mais pas que. Est-ce que le gouvernement met le paquet, est-ce que cette dernière est efficace? On se posera la question avec nos chroniqueurs dans un instant. Et puis vous le savez, ça commence à reparler, confinement, couvre-feu, etc. Les membres du gouvernement commencent aussi à évoquer quelques signes. Du coup, si on dépasse le taux d'incidence de 100, eh bien, est-ce qu'il faut, selon vous, reconfiner ? Eh bien, c'est la question que l'on se posera ensemble. Prenons peut-être en exemple ce qui s'est passé en Autriche. Depuis hier soir, on a confiné, mais uniquement les non-vaccinés. C'est assez inédit. C'est inédit d'ailleurs en Europe. Ça se passe en Autriche. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Sans oublier le zapping. Ah, on aura du Gérald Darmanin un petit peu agacé par Laurence Ferrari. On aura aussi du Valérie Pécresse qui en profite pour tacler BFM TV et Bourdin. Mais pas que, restez avec nous, c'est le zapping. Sans oublier la chronique de la belle histoire et Libertad tout à l'heure en fin d'émission. L'occasion de nous interpeller, de nous faire part de vos coups de gueule, coups de cœur en toute liberté. Et pourquoi pas aussi des propositions pour changer la France. Elles émanent du peuple et c'est évidemment sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et j'allais dire que c'est inédit dans cette émission. On a presque un plateau totalement tunisien, dites donc aujourd'hui. Tarek Mami, bonjour. Bonjour, je suis français. Oui, vous êtes français, bien sûr. C'est quoi cette histoire? Ou vous faites des Zemmour ou vous faites des Ciotti? Non. Vous parlez à un citoyen français. Vous êtes un citoyen français d'origine tunisienne. Non, c'est un citoyen français qui n'est pas un Français de papier, comme disent les autres. Ah bon? Ah oui, parce que je peux vous dire que moi, je suis naturalisé français 2 semaines avant Valls, donc ou alors lui aussi c'est de papier, et on peut faire la liste. Donc bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, Tarek, bonjour à tous. Comme ça les choses sont bien dites pour les auditrices et les auditeurs. À ne pas confondre avec Tarak Sassi qui est avec nous. Bonjour Tarak. Bonjour, et je répondrai à Monsieur Mami par Larissa,
Je suis éternellement rattaché à la Tunisie. Bordel, merde, quand même. Voilà, évidemment. Et puis, il est en direct avec nous en studio. J'ai essayé de le joindre, je le voyais pas arriver. Je dis, qu'est-ce qui se passe? La belle histoire a pris le métro, a pris les transports pour venir jusque nous. Comment ça va, la belle histoire? Ça marchera mieux dans cette condition-là. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? D'être là. Écoute, ça fait plaisir de te voir, hein. Toujours aussi beau, la belle histoire. Avec plaisir. Eh bien, comme ça, on va pouvoir faire un bon petit zapping en direct live avec la belle histoire. Tarek et Tarak qui sont avec nous, à pas confondre, hein. Je sens ça sent la bourde, ça. Allez, c'est parti avec mes petites questions pour commencer cette émission. On y va, le quiz. Hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça veut pas? Le quiz donc sur France Maghreb 2. Hop, voilà. Allez, on y va. Le quiz. Attention, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Première question. Je participe. Ah bah DJ Nabil. Ah bah oui, évidemment. Comment ça va, mon DJ? Alors je t'explique, on m'a invité à côté pour voir le match de l'Algérie à 5h. Ah, 17h, ouais. Il y a l'Algérie-Burkina Faso. Très bon un match très important. Ainsi que la Tunisie à 20h. Et ce sont deux équipes qui ont un match capital, j'ai envie de dire, pour la qualification au mondial. C'est ça. On souhaite évidemment bonne chance aux deux équipes. Aussi, hein, faut pas oublier, parce que c'est chaud aussi. C'est ce soir 20h? C'est ça. Contre eux? Ils reçoivent la Zambie. La Zambie. Mais de l'autre côté, la Guinée va en Mauritanie. Les deux sont égalité, Tunisie et Guinée. Donc pareil, c'est... Un petit coup d'harissa, ça va aller. Vous allez voir, ça va le faire. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Première question. Quel candidat souhaite réinstaurer Pécresse. un septennat Michel Barnier. et un mandat non renouvelable? Le quinquennat, déclare ce candidat ou candidate, eh bien, a dénaturé la 5ème République. Voici ce qu'elle a dit. Pécresse. Non. L'autre, la Hidalgo. Hidalgo. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, ce n'est pas Anne Hidalgo. Le Pen. Marine Le Pen est une bonne réponse. Marine Le Pen, favorable au retour du septennat. Je suis assez partagé, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je suis pour que si Madame Le Pen gagne les élections, Ouais. elle fasse un seul mandat, même si c'est 7 ans, et après on aura débarrassé cette question. Un seul mandat, mettre fin au quinquennat. C'est vrai que le septennat, c'était pas mal, parce que ça permettait au président de travailler quand même. Non, mais ça permet surtout de voir sur le long terme, c'est quand vous avez un crédit bancaire pour les entreprises, c'est en général 7 ans. Les investissements, c'est en général 7 ans. 5 ans, c'est trop court, ou alors il faut basculer dans le système américain, 4 ans renouvelable une fois, et là, les gens décideraient très vite. Deuxième question, quel journal devient quotidien en 1866? Le Parisien. Non, le Figaro peut-être. Le Figaro, Ouais. bonne réponse, Tarek Mami. Parce que c'est l'un des plus anciens, et il a parti l'affaire Dreyfus, donc il fallait qu'il puisse... Bah, dites donc la belle histoire, sans Google, on n'y arrive plus. Non, mais c'est vrai. En plus, Le Monde, j'ai dit une bêtise. Non. Le Monde, c'est 1946. Non, mais c'est après la... Ouais. Après la décolonisation de la France. Là, on est en 1866 pour ce qui est du Figaro. Troisième question. L'humanité, c'est à peu près 1920 qu'elle a Ouais. été créée après la scission Parti socialiste, Parti communiste. Et C'était pas la question. Ouais. Voilà. Troisième question. Dans quel pays européen une loi, écoutez bien, interdit désormais aux employeurs de contacter leurs salariés en dehors des journées de travail au risque de s'exposer à des amendes? L'Autriche, parce que... Non, monsieur. Ou la Ce n'est pas- Pologne. Non, monsieur. C'est les Suède. Non. Allemagne, Finlande. Non. Danemark. Belgique. Portugal. Portugal. Merci. Bonne réponse. Alors sachez qu'au Portugal, monsieur Mami, si vous êtes patron là-bas, eh bien vous n'aurez plus le droit de nous contacter en dehors de nos journées de travail. Sachez-le. La première Sinon, chose, amende. la première chose que je ferais, les Portugais. la première chose que je ferais, c'est que je changerais le siège social du Portugal à l'Espagne juste à côté. Ah bah voilà. bonne C'est sensation. une tactique. C'est pas mal, en effet. Tactique. Attention, proclamation de la République en 1918 de quel pays européen? À la fin de la guerre. 1918. La Russie. Non, monsieur. Non. Ça peut être Pologne. Yougoslavie, dans le côté de Non. Yougoslavie, tout ça. Non. C'est- Serbie. Oui. Non. Un pays qui a été cité précédemment. Espagne. Portugal. Portugal. Non plus. Autriche. Espagne. Autriche. Bonne réponse. Eh ben. L'Autriche, proclamation moi, c'est de la moi, République je d'Autriche suis en bon, 1918. Voilà. Nabil, qu'est-ce qui se passe là? C'est bien, dis donc. Et là, Google devant lui, il a remplacé le Google de la belle histoire. Voilà, c'est ça. Quelle capitale asiatique ferme ses écoles et envisage un confinement non pas en raison de la Covid-19 mais en raison de la pollution? Pékin. Non. Shanghai. Taïwan.
Tokyo San Francisco. San Francisco en Asie, Non, t'es très oui, fort, oui, Tarek, oui. bravo. Bientôt, il va nous mettre la Tunisie. New Delhi. New Delhi, bonne réponse, Nabil, absolument. Sachez qu'en New Delhi, Oui, ça je sais va. pas si vous y êtes déjà allé. À Une New fois. Delhi, Non, il y a c'est- une je suis pollution jamais terrible là-bas. Allez voir le Caire et comparer. Ouais, mais en tout cas là-bas, ils envisagent, Au Caire. ils ferment les écoles là et envisagent Au de. Caire, vous arrivez, au bout d'une demi-heure dans la rue, la première fois qu'on ne vous connaissait pas, vous sentez suffoqué, vous cherchez l'hôtel pour récupérer un peu d'oxygène dans le couloir. Quel célèbre clown se suicide d'un coup de fusil Zavata. en 1993? Zavata, bonne réponse, mon Tarak. Ah, il connaît tous les Achille clowns, Zavata. Tarak. Ouais, c'est Tarak, ça. il connaît tous les clowns. Respect aux clowns, respect aux circassiens. J'ai travaillé avec des circassiens. Ah, d'accord. Quand on dit, c'est quoi ce cirque? C'est les gens qui ne savent pas à quel point les Ce gens du travail- cirque sont c'est- ordonnés. C'est le travail d'arabe. quoi. Minutieux. Non. Les Bah, gens, ils bah, sont si. ordonnés, minutieux. Ils se réveillent à 5h du matin, ils s'occupent de leurs bêtes, ils s'occupent de leurs chapiteaux. C'est une vie de forçat, la vie de Et est-ce que vous savez du ce que cirque. est-ce que vous savez ce que c'est le travail d'arabe? Travail d'arabe, c'est ce une qu'on fait tous les jours. expression qu'on a déformée Ah, pour dire que voilà. ce n'est pas un travail précis, mais de base un travail d'arabe, c'était un travail précis. Voilà, comme les circassiens. C'est pour ça que je dis, c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. 7e et dernière question. Attention, elle est facile celle-là. Je cherche un ancien secrétaire du Parti communiste français, Mitterrand. mort en Non. 1997. Marché. Marché. Georges Mitterrand. Marchais. C'est un scandale. C'est un scandale. Ouais, il est- Comment s'appelle sa Point femme? pour la belle histoire. Comment s'appelle sa femme là? Comment ça, sa femme Tu fais les valises, je rentre à Paris. Voilà, exactement. Comment elle s'appelle? Pas Honorine, je sais pas quoi. Il dit je viens d'écouter Mitterrand. Tu fais les valises. Et ils étaient encore ça. On rentre à Paris. Il Non, a mais- trahi le programme commun. Et la fabuleuse émission avec Jean-Pierre Elkabbach. Tais-toi, El Kabash. Ouais. Ça, Vous, c'est à 20h. vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Non, mais, et l'autre chose, c'est le 20h le 10 mai 1981. On annonce Mitterrand. De Mitterrand, Et lui, et El Kabash pose une question. Il dit tais-toi, taisez-vous, El Kabash. Votre temps est terminé. Et il était fort, il était bon, Le Georges Parti Marchais. communiste est mort avec Georges Marchais. Ouais, pas faux, mon Tarek. Ah, il faut voir ce qui se passe à Pantin. Alors, est-ce qu'on peut dire que Mélenchon est un petit peu le Georges Marchais des temps modernes? Non. Quoi, Mélenchon Non, si. est Si, un peu, arrête. Il a le bagou de Mélenchon, et il Ouais. a la culture de plus, Ouais. qui fait que le côté populaire, spontané, Mélenchon, il le travaille, et chez Marché, c'est spontané. Mélenchon, Il y a- c'est il y a- quand même autre chose. Ouais, ouais. Non mais Mélenchon, c'est- sérieusement, faut regarder aujourd'hui, il y a personne qui rivalise avec les Jospin, les Rocards, pas les Ricards, les Georges Marchais. Quand on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit, Et il a oublié, et vous avez oublié Krasuki. Krasuk, la grève. 1 180 000 centimes. Krasuki. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un sacré personnel Ah, politique, mais Krasuki, c'est vrai que Mélenchon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand même, il ambiance un peu les campagnes électorales, parce que Bof. qu'est-ce que c'est emmerdant les Non, débats mais parfois. Christophe, franchement, Au Jean-Luc moins un débat avec Mélenchon, on s'emmerde pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu comme la chanson de Dutronc. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Non, mais c'est mieux de Et l'avoir pour ici en le direct. hein. capitalisme, c'est vrai, je suis un opportuniste. Mais c'est mieux de l'avoir ici en direct en vrai. Je sais pas pourquoi il reste chez lui à chaque fois. Bah oui. Ah bah C'est écoute, pratique. on l'aura, t'inquiète pas. Ah, ouais. Vous inquiétez pas, fait messieurs, plaisir. ne soyez pas impatients, la campagne c'est encore loin devant nous. Vous parlez de la belle histoire ou vous parlez de Mélenchon, vous? De La belle Mélenchon. histoire, la belle histoire. Ah, non, d'accord, la belle histoire, Non, ok. non, mais je précise Ah, non, parce que, non, Ah oui, parce c'est que- vrai, c'est vrai. parce que je Ça vois va que dans les esprits... Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Oh, magnifique. Ah, pas mal celle-là. Bon, la belle histoire, t'as pris ton crayon, Tout est prêt. un stylo, une feuille, tout va bien? Absolument. Elle est noire pour l'instant. La feuille est blanche. Oui, Et les stylos, oui, ils blanche, bleus. pardon, oui. Excuse-moi. Blanche, donc. Et on va parler dans un Bonne instant. émission. Hein. Merci, mon Nabil. 4 points. À ce soir. Oui, pas mal. Victoire de Bravo. Nabil, quand même, Bravo. malgré tout. À ce soir. Alors, la belle histoire, sa feuille est blanche pour l'instant et il nous donnera le résumé de cette émission d'aujourd'hui, tout à l'heure, aux alentours de 17h40, 43 par là. Dans un instant, on va parler de la blanche, mais pas la même feuille. C'est de la drogue, en l'occurrence. On va parler de cette lutte contre la drogue. Je dois vous dire que je suis allé encore une fois ce week-end à Marseille et j'ai encore visité des endroits qu'on appelle des cités marseillaises, les quartiers nord. Je m'interroge et j'ai envie qu'on s'interroge ensemble sur cette situation qui n'évolue absolument pas, j'ai envie de dire même qui empire. Voilà, on peut parler de zones de non-droit dans certains quartiers de Marseille, mais aussi de régions parisiennes. Alors moi, j'aime pas... Je sais. C'est pas des zones de non-droit, ce sont des zones
abandonnés par la République. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche la Ouais. République d'envoyer ce qu'elle a envoyé dans ces quartiers? Mais quand la police ne vient pas, quand il n'y a plus de poste, quand il n'y a plus rien, forcément, c'est une zone abandonnée dans laquelle qui devient de non-droit. On en reparle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. J'aimerais bien vous entendre, vous, Marseillaises et Marseillais, aussi nous parler de ces fameux quartiers nord qu'on entend beaucoup trop à la télé. Et pourtant, il y a des gens formidables dans ces quartiers. Des gens qui essaient justement de s'en sortir, des gens qui font des efforts considérables en proposant des choses, mais malheureusement ça ne suit pas à haut niveau. On en reparle dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite. Le LGF, le grand forum, émission de référence des amis tous les jours, 16h, 18h, fidèlement au poste. Il y en a beaucoup voilà, que je salue et que j'ai rencontré d'ailleurs ce week-end au marché aux puces de Marseille, à qui je salue. Je me rappelle plus des prénoms, mais en tout cas voilà, ils écoutent France Maghreb 2, cher Tarek, sachez-le. France Maghreb 2, plus que jamais, première radio franco-maghrébine sur Marseille et sa région. Et on leur réserve quelques surprises d'ici quelques mois. Ah, ça c'est bon ça, j'aime bien les surprises. Avec aujourd'hui Tarek Sassi, notre professeur, notre catcheur international tunisien, s'il vous plaît. Présent. Voilà. Tarek Mami, journaliste et accessoirement patron de la radio aussi, hein, en dehors de l'émission du LGF. C'est des choses qui arrivent. Et la belle histoire qui est en direct, qui a sa feuille blanche pour l'instant. Et qui va remplir au fur et à mesure de l'émission. Alors on va parler d'un sujet important, un sujet qui revient régulièrement sur la table, c'est la lutte contre la drogue dans ce pays. Est-ce que finalement elle est efficace, cette lutte contre la drogue, avec des ministres, des présidents, des premiers ministres qui se sont déplacés? Alors on parle beaucoup de Marseille. Tarek Mami, est-ce que d'abord on peut parler d'une spécificité marseillaise, ou alors on en fait peut-être un peu trop sur Marseille, alors que la situation est un petit peu semblable, j'ai envie de dire, en région parisienne par exemple, aux abords des grandes villes, à l'exception près quand même, il faut le dire, il y a une spécificité marseillaise, c'est l'absence de transport dans les quartiers nord. Alors, si on veut parler de la spécificité de Marseille, il y a plusieurs spécificités qui pourraient expliquer une partie du sujet, cher Christophe, notamment que c'est sur la mer, comme le Havre, sauf que en face, il y a quand même à la fois les pays du Maghreb, tout le Moyen-Orient, la Grèce et la Turquie, et un petit peu donc à l'ouest, l'est de l'Europe, ce qui en fait une plaque tournante du voyage dans l'absolu et de l'immigration dans l'absolu. Ça, c'est un premier point objectif. Le deuxième point, objectif aussi, c'est que cette ville, de tout temps, a été abandonnée par le pouvoir central. Et vous savez que, par exemple, dans les années 45 à aujourd'hui, en gros, la mafia était plutôt corse et pas maghrébine. Et c'est la grosse mafia, c'est pas les petits dealers, les choufs qui crient devant un immeuble. Et, voilà. Et vous avez le grand film américain je crois, Gene Hackman ou un truc comme ça, son nom, qui donc décrit le trafic de la drogue à Marseille comme plaque tournante de l'Europe et du Maghreb. Donc, il y a des antécédents. Et quand cette grande baronnie de la mafia a disparu dans les exécutants, mais elle reste toujours aujourd'hui pour les décideurs. Et comme la communauté maghrébine est celle qui est aujourd'hui la plus nombreuse et la plus misérable, donc on les utilise comme mulets, comme petits vendeurs. Il y a les Comoriens aussi, pas oublier. Non, mais principalement, les Comoriens, je ne veux pas être méchant avec nous-mêmes, mais si on prend le pourcentage des Comoriens et le pourcentage des Maghrébins, c'est rien du tout. Donc, mais il y en a quelques-uns forcément. Ouais. Et donc, ce sont ces éléments objectifs qui expliquent. Et après, le laisser-faire, le laisser-aller, le non-contrôle, l'utilisation de quelques policiers qui sont eux-mêmes devenus des trafiquants. Vous connaissez le film Bac, et vous connaissez Bac Nord, et vous connaissez la vraie histoire d'une partie des policiers de la Bac Nord, amplifie. Et puis, il y a toujours eu une espèce de bataille entre Paris en tant que capitale et Marseille en tant que rebelle, qui font que les médias français en général amplifient. J'allais dire, quand il y a un jeune qui est assassiné en banlieue parisienne à cause de la drogue,
c'est un fait divers. Ouais. Ouais. Et quand c'est à Marseille, ça devient le 4e, le 5e, le 30e. Tout à fait. Donc on tient un décompte à Marseille qu'on ne décompte pas ailleurs. Et si on traitait la délinquance marseillaise qui existe comme on traite la délinquance à Dunkerque, proportionnellement, on va se retrouver peu au prou. Grosso modo, à peu près avec les mêmes chiffres. Oh, les mêmes chiffres, Ouais. c'est la société comme ça. Absence de c'est quand transport même pour les chaud. quartiers nord, ça c'est un vrai Non, problème mais c'est par pour contre ça pour que les je prends habitants. Dunkerque. C'est pour ça que- Comment faire, Tarak, par exemple, parce que si les politiques n'arrivent pas à trouver la solution, nous on va essayer de s'y pencher. Est-ce que par exemple, quand on parle de Marseille, en l'occurrence, on sait d'où vient la drogue, à peu près. On sait qu'elle vient principalement de Barcelone. Et si on creuse un peu, voilà, ça vient du Maroc en particulier. Je parle évidemment du cannabis. Pourquoi ne pas s'attaquer justement à ces hauts personnages, enfin hauts personnages pas dans le sens où vous l'entendez, qui distribuent et inondent le marché marseillais. Est-ce qu'il faut aussi s'attaquer aux consommateurs? Je peux vous le dire franchement, j'ai vu de mes propres yeux des consommateurs venant des quartiers, comment dirais-je, pas forcément pauvres de Marseille, venir s'alimenter en drogue dans les quartiers nord. Ça fait la queue en voiture le soir, hein. C'est ce qui se passe partout, c'est ce qui se passe aussi en région parisienne, et on va pas revenir là-dessus, mais ce qui est endémique de Marseille, c'est endémique aussi de la ville de Lyon, de Bordeaux, qui font en fait Toulouse. Toulouse aussi, qui font en fait partie en quelque sorte des ronds-points de la drogue. Ouais. C'est des ronds-points de la drogue, comme Amiens, comme Compiègne, à un moment donné par rapport au crack, et ça continue toujours plus ou moins. Ces informations, ils connaissent tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, comment on fait? On noie le poisson. On noie le poisson, par exemple, si je parle, paix à son âme, du pauvre Rani qui est mort à Aubervilliers lors d'une fusillade entre quartiers, que personne n'en a parlé, et qu'on est plus préoccupé à exposer une agent immobilier qui est à Aubervilliers, qui censure les gens avec l'aide des 2 élus locaux, ça on va le faire. Mais encore une fois, c'est quoi la volonté? C'est de toujours museler la vérité sur le problème de drogue. Parce que c'est un problème, qu'on le veuille ou non, qui ne sera jamais réglé, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Pourquoi il sera jamais réglé? Il Par sera manque de jamais volonté réglé. politique? Il sera jamais réglé parce qu'il y a trop de gens qui mangent là-dessus. Il y a des circuits en fait qui fait que si on se mettait à rechercher, à faire du blanchiment d'argent, sur le blanchiment d'argent, il y aurait des banques qui tomberaient, il y aurait des systèmes immobiliers qui tomberaient, il y aurait tellement de choses, il y aurait même des radios qui tomberaient. Heureusement, Radio France Maghreb ne tape pas, Radio France Maghreb 2 ne tape pas là-dedans. Hein, on en a le Parce gage. que nous, on a pris une protection qui s'appelle Taraxassi. Voilà. Dès voilà. qu'il voit une odeur de n'importe quel shit, il gueule. Donc, il n'y a pas intérêt. Hein. Et bien sûr, on a le loup blanc. On a le pot. Ouais. Voilà, on a Alors- le loup blanc. Alors, moi, je pense évidemment à chaque fois à ces habitants, et c'est vrai, alors je connais pas très sincèrement beaucoup de quartiers dans le 93 pour y avoir habité dans certains d'entre eux, mais Tarek, vous connaissez bien Oui. Marseille, Oui. vous allez dans ces quartiers nord, c'est des blocs un peu fermés, vous faites le tour de la cité, c'est un endroit où les prix de la drogue est affiché sur les murs. Mais il n'y a pas qu'à Marseille que c'est comme Non, ça. non, mais voilà, moi je parle de ce que je connais, hein. Je veux pas m'inventer une vie comme certains. En fait, Voilà. dans ces quartiers, ces quartiers ont été construits dans les années 60 Ouais. pour recevoir le retour d'Algérie, des pieds noirs. Après, on est intégré les tziganes qu'on a voulu sédentariser. Et après, donc à partir des années 70, 1970, il y a eu le regroupement familial. Et en fait, il n'y a pas eu de traitement politique de ces quartiers. Imaginez si, par exemple, en 80, on avait décidé de vendre les appartements à leurs habitants. Imaginez qu'on casse les immeubles. Vous savez, ici, à Paris, en Ile-de-France, on avait un quartier qui s'appelle les 4000. Oui. Moi, j'y étais le jour de la discussion. Les 4000, vous prenez 4000, ça veut dire 4000 logements. Ouais. Dans chaque logement, vous avez une moyenne de 5. Multipliez 4000 par 5, et vous voyez le nombre d'habitants qui habitent sur quelques mètres. Et donc, forcément, la prostitution, la drogue, la violence, la chefferie s'installent. Bon, ils ont détruit cet immeuble, ils ont été construits ailleurs. Ce genre de politique à Marseille n'a pas été fait. Christophe a dit au début de cette partie, moi je l'ai vu de mes yeux, et j'ai failli pleurer, quand vous arriviez, il y a quelques années encore, et presque maintenant, à 19h, vous n'avez plus aucun bus qui va dans le quartier nord.
Et pourquoi c'est fait? Et moi, on me l'a dit, la mairie, on me l'a dit clairement. Il faut qu'après 19h, ils restent chez eux. Ça veut dire dans les quartiers. Ouais. Parce que le taxi, c'est au moins 15-20 euros. Et qui sait qui peut tous les jours payer 15 euros pour rentrer après 20h. Donc, à 18h45, tout le monde fait la queue pour prendre le dernier bus. Par contre, le premier bus, c'est à 5h30 pour aller travailler. Ouais. Et donc, quand vous avez ce phénomène de non-déplacement, vous créez les gâteaux. Et la nature, elle a horreur du vide. Donc, les gens créent de quoi s'occuper. Et c'est comme ça qu'on a commencé à brûler les premières voitures du soir, les voitures des plus riches. On ne brûle pas la 4 chevaux de l'époque, on va brûler à l'époque, je ne sais pas moi, la Peugeot 305 qui était à la mode. Et donc vous avez un mode social qui a été institué, et c'est ce qu'on appelle la violence non visible. C'est endémique à la PACA, hein. Il n'y a pas que Marseille aussi qui est comme ça. C'est toutes les régions dans lesquelles il y a eu le rapatrié d'Algérie. Et on a ça aujourd'hui. Les spécialistes du Go Fast, beaucoup. Par exemple, si je citerai une ville comme Mandelieu-la-Poule qui est à côté de Cannes, en fait, on retrouve à peu près les mêmes choses. À Cannes Marseille, et à Nice, on retrouve aussi. Non, mais à Nice un peu plus loin, mais merci bien. Mais à Nice, si vous voulez, à Nice c'est loin. Mais Marseille, c'est la concentration. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez 2% de la population dans tous ces villages, vous en aurez peut-être 8% à Marseille. Donc, c'est la concentration. Et Marseille, et j'en termine là, c'est une phrase que j'adore, c'est le grand journaliste Albert Londres, qui est donc le plus grand journaliste pour nous en France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on donne le prix aux journalistes, on l'appelle le prix Albert Londres, avait écrit en 1930 que n'importe quel truand dans le monde, s'il venait à visiter Marseille, il ne voudrait plus la quitter pour pouvoir y ouvrir un bistrot, tellement c'était déjà la concentration. Et donc, je dis ça pourquoi, cher Christophe? C'est pour tous ceux qui viennent nous dire aujourd'hui que ce seraient les Maghrébins et les musulmans qui ont créé ou qui auraient créé cette délinquance marseillaise. Ils sont venus supplier la délinquance italienne, un peu espagnole et beaucoup corse. Alors, on va revenir à Paris si vous voulez bien, et on en a beaucoup parlé. Quand je parle comme ça, c'est pas parce que moi j'aime la ville de Marseille comme vous, Christophe, mais parce que j'y ai passé depuis 2007 beaucoup de temps, et que j'ai fini par à la fois la connaître, l'aimer, connaître ses points forts et ses points faibles. On va revenir, disais-je, à la porte de la Villette. On a beaucoup parlé de cette situation avec Tarak et notamment de nombreux invités. Et j'ai envie d'accueillir avec vous Samy, qui est un habitant de la porte de la Villette. Bonjour Samy. Oui, bonjour. Alors Samy, on vous a vu là dans l'espèce d'émission qu'ont fait CNews la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, où ils sont venus sur place, et vous avez fait un peu le buzz, j'ai envie de dire, Samy. Oui, pendant quelques minutes, effectivement, les gens se sont relayés, les journalistes au sein de CNews, ils se sont relayés l'information que il y avait un habitant, notamment un riverain de la porte de la Villette, qui se plaignait, mais qui aujourd'hui n'était pas juste passif. Il procédait à quelques actions, quoi. Donc, le terme milice, vous auriez formé une milice, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Oui, enfin, ils ont exagéré parce qu'effectivement, tout est parti au départ de l'émission improvisée de Morandini, qu'il avait préparée pendant 2 jours, où on a eu cet écho. Ouais. Donc, du coup, je me suis déplacé, comme je savais que ça se passerait sur Porte de la Villette. Je me suis déplacé aux horaires à peu près approximatifs de son émission, comme c'était un direct. Et là, je me suis dit, écoute, il va falloir que je parle. Donc, un des assistants m'a dit que je vais pouvoir prendre la parole. Et là, dans l'argumentation, au départ, il y a une petite glissade. Et la milice, en réalité, il faut l'entendre comme un comité de vigilance. Étant donné que les actions que j'ai menées, et que justement, je me suis concerté avec un certain nombre de riverains, elles sont des riverains, je précise, victimes d'actes de malveillance, mais surtout de violence. Surtout notamment le vol à la roulotte sur les véhicules qui sont parqués dans les ruelles. C'est quoi le vol à la roulotte? Effraction, vous casse la vitre de votre véhicule, on prend les effets personnels et on prend la fuite. Ils sont des magiciens. C'est des pratiques, pour les avoir vus en direct, et en avoir attrapé quelques-uns comme ça, ce sont des véhicules qui sont cassés, fouillés en 30 secondes chrono, quoi. Alors Samy, vous parlez de Morandini d'ailleurs, il me fait rire parce que
il a interpellé le ministre de l'Intérieur en disant c'est quand vous voulez, on va dans les quartiers nord faire une émission en direct. Alors là, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai envie de dire, parce que là, c'est pas la porte de la Villette, les quartiers nord de Marseille. Si vous commencez à vouloir, je dis pas une bêtise, Tarek, à vouloir faire une émission en direct en perturbant un peu le trafic, ça risque d'être compliqué. Il est venu avec une armada de flics le jour oui, mais là, où il est venu à la Villette. Il serait capable de venir avec l'armée, tu sais. Pas avec l'armée. Non, pas avec l'armée, c'est pas son rôle. Pas avec l'armée, mais il viendra. Mais quand on a vu les moyens policiers qui ont été mis en place pour l'arrivée de Morandini et comment on a traité les toxicomanes, bon, à la limite, les dealers, ça y mérite, mais les toxicomanes, comment ils ont été traités, dont certaines femmes, c'est indécent. Et moi, je serais Morandini, aujourd'hui, je serais pas fier. Samy, racontez-nous votre quotidien, vous, habitant de la porte de la Villette à Paris. Alors, je vais vous dire, depuis le 24 septembre, date à laquelle ils ont placardé dans un petit parc, le parc Perceval au Baron, dans le 19e. On n'a pas subi les conséquences tout de suite, donc ces toxicomanes ont été placés. On en a subi les conséquences au partir 10 jours après, quoi, aux alentours du mois d'octobre. Ouais. Ça se traduit comment, Samy? C'est quoi le quotidien aujourd'hui à Porte de la Villette? Au quotidien, c'est des femmes qui sont agressées, violentées, frappées, des témoins qui ne peuvent plus porter plainte par peur de représailles, des véhicules cassés. On ne voit pas tous les détails, la mendicité, les vols dans les terrasses. Écoutez, au quotidien, c'est la terreur, c'est le no man's land. Au quotidien, c'est la lutte. Au quotidien, c'est la crainte, c'est la peur. On n'est pas en France. Je sais pas comment ça se passe à Kaboul, mais on est en temps de guerre, quoi. Ouais, vous avez un peu de respect pour Kaboul, s'il vous plaît. Vous exagérez un peu, Samy, pour le coup. Bon, je comprends votre désarroi, mais quand même. Et donc, vous avez formé, vous, un comité de vigilance, et non pas une milice, justement pour prévenir et essayer de parer à quelques agressions, éventuellement, un petit peu sur le même principe que voisin vigilant, en fait, finalement. C'est ça, absolument. Ouais. On attend, on fait des rondes. Alors moi, je me suis organisé de cette façon. Une ronde le matin, prise de photos, un peu en mode journalistique, pour rapporter ce qui s'est fait durant la nuit. Durant la nuit, après que les polices mobiles soient parties, puisqu'elles partent autour de 22h. Des fois même à 20h, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'effectifs. Ça se résume à un véhicule de surveillance qui plante son lit de camp jusqu'à 20h, 21h. Des fois même, un peu surprenant, ils arrivent en troupe à 6, 7, mais c'est surtout quand il y a des événements qui se passent au niveau de la porte de la Villette. Très bien. Donc comment ça s'organise? Donc ronde de matin, ronde de nuit, on est à 2, on est à 3, on manque pas à l'appel, et on tourne sur le triangle des Bernus du 18e, du 19e. Chacun son secteur, mais en même temps on est tous rassemblés. Très bien. Donc, quai de la Charente, boulevard McDonald's, avenue Corentin Cariou. C'est le gros secteur que vous surveillez effectivement avec vos amis. Très bien. Merci beaucoup, Samy, en tout cas, d'être intervenu en direct à l'antenne sur France Maghreb 2 pour nous raconter un peu votre quotidien du côté de la porte de la Villette. Et à très bientôt. Dans un instant, j'aimerais vous, auditeurs, auditrices, qui êtes confrontés justement à cela, que vous puissiez nous appeler pour nous dire à quoi ressemble votre quotidien, parce que finalement, rien de mieux que ceux qui subissent cette problématique, pour nous en parler en direct à l'antenne. À tout de suite sur France Maghreb 2, juste après ceci, donc avec Tarek Sassi, Tarek Mami, la belle histoire et vous, amis auditrices, auditeurs. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct, émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Amis auditrices, auditeurs, et on continue d'évoquer la lutte contre la drogue, ses conséquences bien sûr pour les habitants des quartiers, avec Tarek Sassi, avec Tarek Mami. Nous étions avec Samy, qui a constitué un comité de vigilance pour les habitants de la porte de la Villette, où là on parle d'une autre drogue tout aussi dramatique, peut-être encore plus dramatique que le cannabis. Je ne sais pas s'il faut faire des comparaisons, mais le crack, bien plus. Voilà, on est d'accord, le crack c'est quand même terrible, ses conséquences bien sûr, on en parle régulièrement, ça a fait débat aussi dans les médias, et puis après finalement une fois qu'on a fait le buzz on n'en parle plus, et alors que la situation des habitants ne change pas, Tarek. Elle ne change pas, elle se pourrit, et en plus de ça on veut faire taire la souffrance des gens. J'ai eu l'occasion de rencontrer Samy qui a témoigné à l'instant, et lors de la dernière manifestation
qui a eu lieu ce mercredi. En tant que riverain qui habitait dans le quartier, alors que ça se passait dans son quartier à Corentin-Cariou-McDonald, on ne l'a pas laissé parler. Les médias qui étaient sur place, CNews, dont Régine Delfour, ne l'a pas laissé parler. Alors que le gars habite directement. Par contre, on donne la parole à la maire d'Aubervilliers qui n'a pas anticipé, n'a rien fait justement par rapport à cette situation, le député Bastien Lachaud, et le maire Bertrand Kern qui n'ont strictement rien fait. Pantin. Voilà, et bien sûr le porte-parole fantoche qu'ils ont nommé, qui est cet agent immobilier qui travaille pour la gentrification. Mais par contre, les vrais riverains, ceux qui souffrent, on ne leur donne pas la parole. Ouais. Alors, j'aimerais bien vous entendre, vous, amis auditrices, auditeurs, vous qui habitez justement ces endroits que l'on évoque régulièrement à la télé, ces endroits où, a priori, les trafiquants font un peu la loi dans les quartiers. On peut parler de Marseille, mais d'autres endroits, évidemment. Certains endroits, nous dit-on, il faut présenter limite la carte d'identité pour savoir si vous êtes du secteur pour rentrer chez vous. Ça existe apparemment dans certains quartiers, à Marseille, mais aussi ailleurs. Je pense à Saint-Ouen aussi, il y a des endroits. Tarek, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller visiter, mais à Saint-Ouen, il y a des cités, effectivement. Les cages d'escalier sont pris en otage par les dealers, ce qui fait que s'il y a un drame, les sorties de secours, il faut oublier. Voilà, c'est ça aussi la réalité. C'est une expression qu'on appelle se faire douaner. Alors, quand on se fait douaner, on peut nous dépouiller tout ce qu'on a, ou juste, voilà, on va nous faire un petit contrôle, et puis si on a de la famille sur place, ça passe, et il n'y a aucun problème. Mais, proprement dit, il faut aussi montrer du doigt les responsables. Et le premier responsable, pour avoir travaillé très longtemps dans l'Essonne, et je connais très très bien les quartiers, c'est le préfet de l'Essonne. Le préfet de l'Essonne qui est totalement déconnecté, qui est un bon à rien et qui vraiment a laissé des choses pourrir pour s'en servir après comme prétexte. Et c'est pas que le préfet de l'Essonne, c'est beaucoup de préfets qui font ça. Et je vais revenir sur la PACA, mais la PACA, c'est une tradition du pourrissement qui existe depuis très longtemps. Il y a le clientélisme politique aussi. Il y a un clientélisme politique énorme, et il y a une gentrification de Marseille qui va venir, qu'on le veuille ou non. Marseille va compléter Paris. C'est à 3 heures de Paris, elle va compléter Paris, et bientôt, vous entendrez que il y aura un TGV à 2 heures de Paris pour les gens qui veulent travailler et revenir à Marseille le jour même. Ça va se passer, ça va venir. Et en final, qu'est-ce qui se passe? C'est que les plus aisés, ils vont vivre. Les quartiers comme ceux-là, ils vont servir de réserve à drogue pour les plus aisés. Et nous, on doit se contenter de souffrir et fermer notre gueule. Et le crack est une des drogues parmi les autres qui pousse à l'ultraviolence, qui pousse à l'insécurité, qui met des gens comme ma mère, comme ma femme et beaucoup de gens en danger. Et cette souffrance que j'ai exposée et le fait que j'ai insisté, et beaucoup de gens m'ont détesté, mais beaucoup de gens m'ont remercié parce que j'ai mis aussi en lumière des choses et j'ai permis à des gens d'être mis en lumière qui méritaient qu'on parle. Et il faut qu'on continue ce travail-là parce qu'il y a un travail de mise en lumière, de dénonciation, mais aussi de prévention et d'action aussi sur le terrain. Je te les exposerai après. Beaucoup de gens, en fait, sont contents que ça se passe parce que avant, ça n'avait pas lieu. Les gens de la classe populaire la plus basse, c'est ceux qui doivent fermer leur gueule, et c'est ce que limite Morandini nous a fait comprendre quand il était venu dans son tournage. Ça veut dire que je vais donner la parole aux élus, je vais donner la parole aux gens qui sont pistonnés, toi tu fermes ta gueule. Oui, après il a donné la parole aussi aux toxicomanes, il a donné la parole aussi... Les toxicomanes, encore une fois, les toxicomanes, ils ont été présélectionnés. Certains sont bien très sûr, longtemps... Quand on fait un direct à la télé, mon cher Tarek, on prépare un peu quand même. Non, tu ne prépares pas. Quand tu fais un direct, ça s'appelle en direct. Tu ne sais pas ce qui va être dit. Par exemple, là, tu vois, Christophe, tu ne sais pas ce que je vais dire. Et tu acceptes. Là, en fait, si Morandini se dit faire un direct, comme très souvent, de toute façon, on l'a percé à jour sur ses supercheries, et que monsieur présélectionne et fait en sorte en fait juste de faire du buzz au lieu que ce soit une émission où on dénonce et on essaie d'avancer des solutions, pour moi c'est d'une inutilité, surtout que en étant sur place, quand j'ai vu ces 100 policiers, chose qu'on n'a jamais vue sur la place Auguste Baron, ni à la colline du Crac, ni nulle part. Hein. Enfin, si, une fois que pour évacuer. Quand on voit 100 policiers juste pour une émission de télé, qu'on a déballé ces moyens-là, c'est-à-dire, faut quand même savoir combien ça chiffre, hein, tout ça. Hein. Et que ça, on l'a mis en place pour une émission, pour CNews, c'est quand même une honte. Alors Tarek, maintenant la question ultime qu'il faut tous se poser,
parlons de la Porte de la Villette, mais aussi parlons de Marseille. Comment en finir avec ces trafics? Peut-on les casser? Peut-on les éloigner? Non, les faire disparaître? Pourquoi les éloigner? Les faire disparaître. Est-ce qu'on peut redonner vie à ces quartiers qui sont pris en otage par ces dealers de merde? Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors, j'ai fait une émission jeudi avec Gérard Fauré, qui a écrit un bouquin, qui a écrit plusieurs bouquins sur le fait qu'il était dealer de stars et grand fournisseur. Et il m'a dit, je répète l'expression, il m'a dit c'est comme pisser dans l'océan. Mais par contre, on peut travailler sur le sevrage et sur la prévention. Sur la prévention, donc ça veut dire que on travaille sur le public le plus jeune. On fait en sorte qu'il y ait des téléfilms comme quand j'étais petit, qui soient diffusés en télé pour prévenir de la drogue, parce qu'aujourd'hui tout ça on le voit plus. Quand on regarde, encore une fois, je vais encore me répéter et j'espère que tu vas pas m'engueuler, mais quand tu vois que des... Non, on parle pas de Skyrock. Non, j'ai parlé de radio rap, moi j'allais pas parler de Skyrock. Ouais, mais non, c'est des bon. radios qui diffusent du rap. Ouais. Et bien sûr des fictions comme Black Mafia Family et autres qui sont bizarrement en plus diffusées par le groupe Canal+, groupe Bolloré qui est aussi propriétaire de CNews, qui diffusent des fictions où les héros sont des dealers de crack et bizarrement ils sont tous issus de la diversité afro-américaine, afro-antillaise ou africaine, ou même des bronzés sur lesquels des maghrébins faibles d'esprit pourraient s'identifier. Ça aussi, ça joue sur le mental. On n'a plus cette prévention. Aujourd'hui, la drogue, c'est quelque chose de cool. Être dealer, c'est quelque chose qui vous permet de réussir. Et surtout quand vous voyez tout le système de blanchiment d'argent et de réussite qu'on a vu dans Snowfall, où le mec devient milliardaire et il est aidé par des gens de la CIA en blanchissant l'argent de la drogue. Alors... Et donc, il faut faire de la prévention, déjà sur le terrain, et de deux, travailler sur le sevrage. Et le sevrage, c'est quoi? C'est créer la volonté chez les toxicomanes de s'isoler dans des milieux éloignés où il n'y a rien, des fermes, des maisons de campagne où il n'y a personne, et qui prennent ces 16 mois ou ces 2 ans pour se sevrer. Très bien. Alors, deux mots, Christophe. Dans un instant. Non, vraiment. Faible d'esprit et Radio Skyrock. Je reviens tout à l'heure. Très bien. Faible d'esprit, Radio Skyrock, à suivre avec Tariq Mami dans un instant. À tout de suite. Bizarrement, Le LGF, le grand forum avec Tariq Mami, Tarek Sassi, qui sont avec nous, la belle histoire, qui continue de remplir la feuille. Ça va, la belle histoire, tout va bien? Il l'a noirci, comme on dit à l'école. Ça va très très bien. Ah oui? Il y a de quoi? T'es inspiré là? Il y a de quoi, oui. Bon, on n'a pas le titre encore? Ça va s'appeler Ça se dispute. Ça se dispute. Tout à l'heure. Très bien. Alors, Tariq Mami, vous souhaitiez revenir sur les propos de Tarak il y a quelques instants. Non, mais il y a deux mots qui me font sursauter. Oui. Le premier, c'est d'abord faible d'esprit. Oui. Pour moi, il n'y a pas de gens qui sont faibles d'esprit. Les faibles d'esprit n'accèdent même pas aux médias parce qu'ils sont faibles d'esprit. De toute façon, j'allais dire, il ne faut rien. C'est des gens qui n'ont pas le capital culturel de leur milieu social, de leurs parents, qui leur permettent de choisir. Moi, tous les soirs, quand je zappe, je regarde de temps en temps Arte, mais quand je zappe, je vais chercher l'audience d'Arte et je vais regarder les autres et je trouve Arte 600 000, 500 000 téléspectateurs et les autres 2 millions, 7 millions, 8 millions. Et donc, est-ce que tous ces adultes sont faibles d'esprit? Pourquoi les gens ne vont pas là où ils peuvent apprendre tous les jours? Il dit je suis fatigué du travail, donc moi je ne vais pas me prendre la tête sur la divertissement. Je vais chercher un divertissement et qu'à travers le divertissement, comme vous l'avez dit au début de l'intervention, les médias étant concentrés, le but des médias est d'abrutir les gens pour qu'ils votent comme on a envie qu'ils votent, les gens vont dans ce sens-là. Donc ça c'est pour le faible d'esprit. Pour les radios qui diffusent le genre de musique que vous n'aimez pas, le rap, la drogue et tout ça, en France il y a un principe. On en a même deux. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est légal. Pour le CSA, tout ce qui est diffusé, donc c'est légal. Elle ne peut pas dire à telle radio, vous ne diffusez pas telle ou telle. D'ailleurs, sur quelques radios, on ne va pas les citer ici, c'est mon métier, quoi. On leur demande de ne pas faire telle et telle émission avant 21h, avant 22h. C'est justement pour qu'on soit presque sûr qu'il n'y a que les adultes. Dernière chose. Presque sûr. Non, mais c'est presque sûr. Non, mais je sais ce que je dis. Dernière chose. Vous savez que la publicité de l'alcool est autorisée sur les radios et les télés. Mais par exemple, elle est interdite le mercredi, jour d'école. Elle est interdite le dimanche et elle est interdite dans certaines tranches horaires. Donc, on ne peut diffuser de la publicité pour l'alcool, en gros, qu'entre 9h et 17h.
Donc l'État ou le gouvernement ou la loi essaye de cadrer tout ça. Et donc pour moi, c'est pas la faute de la radio qui diffuse, comme dit l'autre et comme disait, je sais pas s'il est décédé, l'ancien patron de TF1, le patron d'une radio, le patron d'une télé, il est là pour exploiter, comment il s'appelle, Exploiter le temps de... le cerveau disponible, voilà. Patrick Lelay. Patrick Lelay. Voilà, il est mort. Il est bien décédé. Voilà, il est décédé. Et Étienne Moujotte aussi qui est décédé il y a pas Moi, longtemps je suis là aussi. pour préparer les esprits. Ouais. Pour acheter Coca. Et donc, dans le journal, je ne vais pas mettre trop de trucs angoissants et tout ça. Je vais mettre les 3 informations principales. Et derrière, je vais mettre une plage, machin truc. Et juste après la plage, il y a la publicité pour Coca. Donc, il y a toute une stratégie politique, culturelle de l'Occident en général. Et nous, quand on essaie de se battre, il faut se battre avec les enfants, dans leur éducation et leur culture à la maison, pour commencer à 3 ans, à leur montrer ce que nous, à tort ou à raison, on estime, pour faire la boutade, halal ou haram, en société et en citoyenneté et en république, le bon et le mauvais. Je suis assez outré par cette comparaison halal ou haram. Moi, je dirais plutôt républicain et non républicain. C'est pour ça que j'ai utilisé les deux. Non. En Tarak, réponse. Ma réponse, en fait, son constat, il est clair. Oui, c'est sûr, il y a des faibles d'esprit. Et que non, justement, il a dit tout le contraire. Non. Il y a des gens qui se laissent porter par facilité. Non, mais il y a beaucoup de faibles d'esprit. Donc si on voit aujourd'hui le nombre de drogués augmenter, c'est parce que déjà de base, il y a des gens faibles, il y a des publics vulnérables. Alors ils sont faibles, peut-être. On bosse là-dessus. Les faibles d'esprit sont très nombreux. Pour tomber dans des drogues dans lesquelles on sait depuis 40 ans... Non, tu peux pas dire ça, Tarak, parce que... C'est pas des faibles d'esprit, c'est des personnes faibles qui n'ont pas de personnalité. Non, mais même pas. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une situation du moment, effectivement... Non, mais regarde... Non, mais sérieusement... Regarde, moi je peux me permettre de parler, j'ai été 10 ans sans domicile fixe, je connais les structures comme le PSA Bastille, Aurore et tout ça qui orientent les gens à finir là-dedans, et je ne suis pas tombé là-dedans. Dans la vie, il faut se battre, et dans la vie, quand on fait des enfants... Dans la vie, quand on fait des enfants, il faut choisir l'éducation et devant quoi on les met. Si on laisse les enfants devant Skyrock... La vie, c'est pas un film, frère. Non, la vie, c'est pas un film. La vie, c'est un combat. La vie, c'est des responsabilités y a des sans gens arrêt. Qui sont, Donc, quand tu laisses tes gosses devant GTA ou quand tu laisses tes gosses de... je t'explique ce que c'est que GTA ou tu sais ce que c'est? Mais je sais très bien, mais tous ceux qui jouent à GTA sont pas tous des dealers ou des drogués. Hein. Faut arrêter. Regarde dans quelle époque on vit. Regarde, aujourd'hui, Paris, c'est GTA. Marseille, c'est GTA. Si tu comprends pas qu'en fait, ces jeux-là, aujourd'hui, influencent les gens et qu'un gamin, il connaît mieux la vie de Scarface que n'importe quoi, je veux dire... c'est bien Scarface. Si tu veux, si tu veux. Cher Christophe Rowe, vous avez les titres officiels de faible d'esprit puisque vous aimez Scarface. J'aime bien, je suis faible d'esprit. Non, Scarface. Ali est avec nous, salut Ali. Que vous voulez. Ali. Oui, comment va? Ça va mon Ali, tu nous appelles d'où? C'est Ali, le chroniqueur qui est à l'appareil. Ah, mon Ali qui était là hier, comment ça va mon Ali? Très bien. Il a pris un abonnement là sur Christophe Rowe. c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe mon Ali? T'es outré par les propos de Tarak, j'imagine, hein? Tarak ou Tarek? Tarak. Non, pas du tout. Simplement, par rapport au problème de drogue qu'on était en train d'évoquer, je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant que c'est un marché aujourd'hui où vous avez des consommateurs. Vous avez à peu près 5 millions de consommateurs de cannabis en France et 900 000 personnes quotidiennement. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. À côté, il faut le marché. Pas que les jeunes. Hein. Amazon a créé les marketplaces. Les marketplaces aujourd'hui, la drogue, ça ne peut pas se vendre dans des boutiques. Ça se vend où? Qu'est-ce qu'on fait? On va contaminer, comme disait Tarek à juste titre. On va contaminer, on va passer par un canal de distribution qui va être des quartiers, non pas des magasins officiels, mais des magasins officieux. Parce que, à ce que je sache, les gens qui, dans les quartiers nord ou dans les quartiers où soi-disant on deal de la drogue, c'est plutôt le consommateur qui va chercher le produit et c'est pas le magasin qui fait de la pub pour dire aux gens du 16e ou du Neuilly, venez chez nous, on a éventuellement un produit qui peut vous faire passer une soirée festive et sympathique. Donc c'est une véritable hypocrisie. Donc ce problème ne sera absolument jamais résolu. Dans certains pays, on a décidé peut-être de légaliser le cannabis à juste titre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a un marché de 5 millions de consommateurs, je regrette, faut être honnête et il faut répondre à la demande. Et aujourd'hui, cette demande, elle est faite par qui? Ce marché, malheureusement, il est géré par des petites mains. Oui. C'est les jeunes du quartier.
qui aujourd'hui, ben, effectivement, pour eux, ça devient une source de revenus. Voilà, ils sont là, puis les consommateurs arrivent, demandent, ben voilà, on a envie, ce soir on passe une soirée, on voudrait 2 grammes, 3 grammes, 10 grammes, je ne sais quoi. Donc c'est une véritable hypocrisie. Et les risques qu'il y a, bien entendu, c'est que Amazon, ben, son entrepôt, cette marketplace, elle est sécurisée, ben, dans les quartiers, pour sécuriser, ben, on les sécurise avec de la violence. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on interdit à la police de venir, on interdit aux gens de rentrer chez eux, on les contrôle, on interdit à des gens qui n'habitent pas les quartiers de rentrer. Donc ce problème ne sera jamais, mais je dis bien, jamais résolu. Voilà. Merci Moali, bravo, belle intervention Moali, bravo. Fataliste mais vrai. Non, pas fataliste du tout, il est totalement réaliste pour le coup. Ali, Et d'ailleurs, sur Netflix, 5 millions, hein, et attention, hein, parce qu'il ne faut pas focaliser à une catégorie de gens qui consomment le cannabis. Hein. Je peux vous assurer que le cannabis, ça circule aussi chez les gens de mon âge, par exemple, voire même un petit peu plus vieux. Et ça partage des soirées avec les enfants aussi, pas avec les jeunes, pas les enfants, mais adolescents, voire un peu plus. Donc, je veux dire, c'est un marché qui représente, comme l'a dit Alice, 5 millions de personnes en France. Ce qui est pas rien quand même. Et là, je parle uniquement du cannabis. Hein. Ouais, messieurs, voilà. Ce sont des chiffres qui font effectivement réfléchir. Et Alors, les Américains qui sont forts, sur Netflix, il y a un film qui apparemment est adapté d'une histoire réelle, cher Christophe. Un jeune qui était friand de l'informatique a fait le pari de pouvoir vendre de la drogue et de l'envoyer par le Darknet à qui veut acheter aux États-Unis. Ça a duré 1 an et demi. Et à la fin du film et de l'histoire, en tout cas la police américaine, le FBI a fini par l'arrêter et donc il est condamné à vie. Mais effectivement, sur Internet, quand on joue, on peut vendre ce qu'on veut, y compris la drogue qui arrive par dose. Vous savez que ça passe par Snapchat aujourd'hui, il n'y a pas besoin de Darknet? Je sais pas. Alors, on va quitter la drogue pour parler d'un autre sujet maintenant. On en parle de plus en plus en ce moment. Ça commence à réapparaître dans les médias, dans la bouche des politiques. Couvre-feu, confinement, Covid-19. Attention, c'est parti. Un petit extrait, écoutez plutôt. Et la France n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Donc il nous faut et sur à ce l'abri d'un sujet... nouveau confinement. L'objectif et la méthode que nous avons retenue, c'est celle de la vaccination et celle du rappel. Le président de la République l'a rappelé la semaine dernière. Tout faire pour éviter un nouveau confinement. Tout faire parce que ça n'est pas bon pour nous, ça n'est pas bon pour nos vies privées, ça n'est pas bon pour la société, ça n'est pas bon pour le moral de nos enfants, ça n'est pas bon pour notre économie. L'hypothèse d'un reconfinement était encore sur la table. Mais toutes les hypothèses sont sur la table parce que nous sommes face à un virus qui nous surprend et peut encore nous surprendre. Castaner et Le Maire, pour les avoir écoutés, ce ne sont là qu'un exemple de politique qui parle évidemment de cette 5e vague et de ses conséquences à venir. Du coup, cette question, on sait qu'on a dépassé le taux de 100 dans quelques départements. Est-ce qu'il faut, comment faut-il faire pour éviter à tout prix un nouveau confinement ou un nouveau couvre-feu, de nouvelles restrictions? Sachez que depuis lundi, le masque est redevenu obligatoire dans toutes les écoles primaires de France. Là, on a l'impression qu'on tourne en rond, Tarek Mami, avec cette crise de la Covid-19. On ne sait plus sur quel pied danser, y compris dans le gouvernement. On ne sait plus comment faire pour lutter contre cette pandémie. En réalité, on ne sait pas comment faire, on n'a jamais su, on ne sait pas aujourd'hui, on ne saura pas demain, parce que quand on voit ce que nous avons tous vécu ensemble dans cette crise, quand on voit des rapports donc de différentes autorités qui sortent pour nous donner des chiffres de personnes en réanimation, on ne sait plus, comme dit l'autre, à quel sein se fouer, on ne sait pas s'il y a une vérité. Ce qu'on sait, c'est que quand on gouverne, on doit essayer de prévoir et en toute bonne foi de faire ce qu'on considère au moment où on prend la décision comme bonne. Et ça ne veut pas dire que cette décision qui est prise est bonne. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un d'autre était au pouvoir, pouvait le faire. Aujourd'hui, regardons 2 exemples moi, qui m'ont toujours frappé. La Tunisie qui fanfaronne pendant les 6 premiers mois du Covid, de mars à juillet, 36 morts. Et tout le monde dit, je ne sais pas pourquoi que ça se passe. 36 morts, c'est rien du tout. Les accidents de voiture ont tué plus. Et puis, 1 an après, la même Tunisie, et on tombe, on arrive à 25 000, à 28 000 morts, avec 200, 300, 400, et on ne comprend rien.
Bon, le président prend des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec la Covid, ça se stoppe un petit peu. Et vous avez de l'autre côté l'Autriche qui reconfine. Et vous avez l'Italie... Les non-vaccinés, attention. Oui, les non-vaccinés. Et vous avez l'Italie qui est confinée. Et vous avez l'Angleterre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre problème, c'est que, par exemple, au sein de ce fameux conseil de l'ONU... Non, mais de l'ONU. Oui. Les chefs d'État, ou en tout cas les patrons de la santé dans tous ces pays, sont incapables de s'asseoir dans une salle et de coordonner pour dire on va tester ça pour tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas eu de volonté, par exemple, à l'échelle européenne, d'une politique européenne ni mondiale, ni européenne. Oui, mais déjà européenne. Oui, ni maghrébine de l'autre côté, chacun fait ce qu'il veut chez lui, ni africaine. Et donc on se retrouve, j'allais dire, on fait du tirage au sort presque. Et donc en France aujourd'hui, on a trois propositions à la réflexion. Reconfinement des non-vaccinés, et là on tombe dans la discrimination. C'est impossible. Non mais ici en France. Oui, si. Attendez, constitutionnellement ça tient la route. Non, mais ça tient de la route pendant le temps qu'on soutienne le Conseil constitutionnel, qui, composé comme il est, va mettre 1 mois et demi, 2 mois avant de se prononcer. Bon, donc ça, c'est la première, les non-vaccinés. La deuxième, c'est tout le monde. On ne peut plus parce qu'économiquement, on est au bout du système. Et parce que si le président actuel le faisait aujourd'hui, on va dire que c'est pour stopper la campagne électorale pendant 3 semaines ou 1 mois pour qu'il puisse, lui, rester en train de parler, pas les autres. Et vous avez donc le retour du masque, le retour de tous les gestes barrières et surtout, pour moi, la solution, je vais faire fort, la plus intelligente serait d'arrêter de faire payer les passes à 40 € parce que les gens qui font les passes sont les gens dont on est sûr qu'eux, ils ne sont pas contaminés. Mais quand on fait de la politique, on ne choisit pas la solution qui peut paraître à nous comme la meilleure. On prend celle qui rend service. Aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas le président Raoult, le docteur, le professeur Raoult, mais on le fait... Non. Sans que moi, j'ai l'avantage, quand je suis à la radio, de mettre mes a priori personnels autant que possible de côté. Et donc, on l'aime ou on l'aime pas, mais il ne mérite pas de passer devant un conseil de discipline pour je sais pas quoi. Et aujourd'hui, qu'on le fasse dans 6 mois, qu'on le fasse après la crise, qu'on nettoie, mais quand on fait les choses à chaud, c'est de la vengeance. Donc, confinement, non, Tarek. Moi, je suis contre le confinement de tout le monde. Ouais. Je suis contre le confinement de non-vaccinés parce que pour moi, il s'agit d'une discrimination. liberté. Ouais. Et je suis Quelle solution alors ? Voilà, je suis pour qu'on enlève le fait de payer le PCR et qu'on revient à ce système PCR où on est vacciné 1, 2, 3 doses, ou avant d'aller dans certains endroits, on amène ce pass gratuitement parce que les 10% de la population qui ne sont pas vaccinés n'ont pas moins de valeur que les 90 qui ont été vaccinés. C'est des citoyens comme les autres, ils ont pour moi les mêmes droits. Oui. Tarek ? Moi, je ne suis pas surpris. Et puis, tu dis qu'il n'y aurait pas de discrimination, mais on fait que ça. La télévision et la politique ne fait que ça. On a fait monter un Zemmour pour discriminer une grosse marge de la population qui est d'obédience musulmane. Et aujourd'hui, insister sur cet éternel Covid qui a servi à tout démolir, que ce soit la sécurité, que ce soit l'économie, la vie associative ou la vie politique. Encore une fois, c'est une carte qu'on va jouer éternellement et je pense que la France ne sera pas le seul gouvernement à l'utiliser et que au final, c'est juste moi en fait, je vais pour voter en fait, je vais voir le bilan de ce qui se passe. Ça veut dire qu'on nous dit vaccinez-vous et après vous allez pouvoir reprendre une vie normale et qu'au final on risque de rétro-pédaler. Franchement, je me poserais largement des questions sur les gens qui sont en place et s'ils mériteraient d'être réélus, voire même s'ils ne mériteraient pas d'être carrément renvoyés parce qu'ils n'ont pas su faire le boulot. Et franchement, quand on voit la succession de décisions à la con depuis 2020, on voit tout de suite en fait que... il y a des gens qui ne méritent pas leur poste et qui ils ont fait vraiment n'importe quoi et qui ont arrangé certains qui étaient bien placés. Ensuite, les postes ne se méritent pas, les postes arrivent par le vote. On n'a qu'à voter, qu'à mieux voter, qu'à voter différemment. Mais quand vous avez 50% de la population qui ne vote pas et qui après conteste... Ils votent tous pour les présidentielles, mais ils ne votent pas pour les régionales. Ouais. C'est ça le pire en fait, c'est qu'ils votent pour les présidentielles parce que limite il y a une dimension télé-réalité. On est à 70%.
on pourrait voter à 90%, on pourrait avoir le vote obligatoire. Mais ça arrange pas qu'il y ait le vote obligatoire. Pourquoi? Parce que si y aurait le vote obligatoire, on ne pourrait pas, en fait, avoir qui on veut en poste. Et puis bon, il y a aussi une dernière chose, parce que moi, j'enregistre tout, je retiens tout. On nous parle de traitements oraux, on nous parle de meilleurs vaccins, on nous parle de plein de choses. Et là, d'un seul coup, ah ben non, ça revient, il y a la maladie. Et en plus, il ne faut pas oublier, on a eu les résultats, 2% des hospitalisations étaient sur le Covid. Oui, ça émane d'un rapport d'un certain docteur. Oui. Donc, jusqu'à quand on va nous faire tourner en rond avec Blachier, c'est ça, Martin Blachier. Non, c'est pas Blachier. Lui, il a révélé le rapport de l'ATH, donc une autorité officielle de l'État. Donc, on aurait gonflé les chiffres des hôpitaux. Voilà. Ouais, alors, deux choses. Pour tenir. On dit que 2% des personnes étaient en réanimation. Le nombre de personnes était de combien pour pouvoir savoir les 2%, ils représentent 2% hospitalisés dû au Covid, 5% en réanimation. Oui. Non, mais combien de personnes hospitalisées? Oui, ça c'est la question. On ne la dit pas. Deuxième chose, est-ce que moi je connais des médecins comme tout le monde qui sont des amis, qui me disent que dans les morgues, il n'y avait plus de place pour les morts en général. On se souvient des images, on a réceptionné les frigos de Rungis. On a prendre comment on appelle ça, le frigo de Rungis. Oui, c'est vrai. Bon, donc c'est pour ça que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on a envie de dire. Donc, la décision, elle est toujours mauvaise, surtout quand elle est passée. Et imaginez que, tiens, je vais prendre des extrêmes, Madame Le Pen, présidente de la République au début du Covid, ou M. Mélenchon. Quel genre de décision on aurait eu? Ils n'auraient pas copié ce qu'ont fait les Européens, les Américains et le reste. Les Américains, pas les Américains de Trump, les Américains de Biden. Est-ce que c'est la seule politique internationale à copier? Est-ce qu'on pourrait pas la seule qui a marché, mais par la force, c'est la chinoise. Dès qu'il y a 10 ou 15 ou 20 contaminés, on ferme la ville. Est-ce qu'en France... Il n'y a pas eu que la Chine. La France, je suis désolé, on a très vite adopté le confinement alors qu'on a dit qu'on ne confinerait pas et au final, voilà, il y a eu une succession de mensonges qui se sont faits. Et je veux dire, quand on regarde les résultats et certains pays comme la Suède, on voit ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'était pas plus idéal justement de copier certains modèles de prévention, d'anticipation, comme ils l'ont fait, plutôt que de faire toute cette politique inutile qui a fait des ravages en Tunisie, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en France, en Allemagne, même en Allemagne qui se disait « Ja, Achtung, wie geht's ?» et au final, il n'y a rien du tout. Alors Tarek Mami, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc vous êtes favorable, vous, à ne pas confiner les non-vaccinés, à ne pas confiner du tout, à rendre gratuits les tests PCR, etc. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement là? Pour lutter contre la pandémie, contre la 5e vague qui arrive, nous dit-on. Qu'est-ce qu'on fait? Le retour des gestes barrières, peut-être l'isolation ou l'isolement des personnes à risque avec leur accord et non pas leur confinement malgré eux. Et donc, en fait, il faut que la société se parle. Or, aujourd'hui, il n'y a que ceux qui disent il y a qu'à, et ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Et quand vous voyez sur le même plateau des télévisions respectables, notamment ceux des services publics, pour moi, deux médecins qui ne sont pas d'accord entre eux, est-ce que c'est le citoyen ou le politique qui va décider? On a bien un comité dit scientifique dans lequel il n'y a que des gens qui ont la même opinion. C'est pas normal. Donc pour moi, il faut enlever le bâton de tu payes ton PCR à 40 €, je sais pas quoi, et surtout, geste barrière, et puis peut-être que la France finirait par produire son propre vaccin, Pasteur ou Sanofi, qui peut-être serait composé autrement que les autres vaccins. Salim de l'Essonne est avec nous. Bonjour Salim, 01 40 33 9000. Salut Salim. Oui, bonjour à tous. Bonjour Salim. Quelle est ta solution, toi, pour en sortir, et une vraie proposition, j'ai envie de dire, pour lutter efficacement? Concernant ce confinement, déjà, je savais pertinemment qu'on y allait avoir droit. Non, mais on n'a pas de confinement pour l'instant, Salim. Ce que je proposerais, c'est que, pourquoi pas... déjà, j'ai entendu à la radio hier matin une personne qui proposait le fait aux non-vaccinés de payer leur admission à l'hôpital en cas de la hospitalisation de Covid. Comment? Oui, vas-y, Salim, vas-y. Oui, si jamais ils ont le Covid. Et deuxièmement, je pense que moi, personnellement, j'estime qu'une vaccination obligatoire serait la solution.
Vaccination obligatoire pour toi, Salim. Voilà, pour tout le monde. obligatoire pour ces gens-là. Elle est déjà obligatoire. Non, Très mais bien. pas Non, obligatoire, non, parce qu'on a non, encore non. 10 à 15% qui ne sont pas vaccinés. Donc, Non, non, c'est une bonne obligatoire. proposition qui est sur la table aussi. Vaccination obligatoire. Très bien, merci Salim, c'est entendu. Merci mon Salim. Alors tu dis, elle est obligatoire, Tarek. Oui, c'est-à-dire sinon que tu vis pas. non, c'est-à-dire qu'on nous incite à se faire vacciner si tu veux vivre normalement. Non mais attends, Maintenant, elle n'est pas elle a dit obligatoire en tant elle-même, que là, telle. l'autre, la Priscilla, je sais pas quoi, là, elle a dit elle-même. On a fait ça pour obliger les gens. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. alors, Elle est pas obligatoire si tu refuses de te faire vacciner. il reste, C'est un aveu. il reste au moins 15% qui, malgré cette obligation, ne sont pas vaccinés. Donc, c'est pas Mais même obligatoire. si demain on la met obligatoire, il y aura quand même ces 15%. Non, après- si elle est obligatoire, non. Non, il y aura quand même ces 15% qui voudront pas se vacciner. Non, mais ils auront une Et en plus, là, je vais rappeler un mensonge de l'État. Ils avaient dit qu'au bout de 80%, on aurait l'immunité On collective. parle de 90 maintenant. Oui, mais à chaque fois, ils revoient leurs chiffres à la hausse. Oui, on parle de- Faut arrêter. Il n'y a pas de certitude. C'est une nouvelle épidémie. On en a eu d'autres. Moi, la question que je pose à ceux qui sont contre la vaccination, moi, je suis contre la vaccination obligatoire. Et pourtant, je me pose la question. Pourquoi tous nos enfants, on les fait vacciner contre la rougeole, contre 6 ou 7 maladies quand ils sont gosses, et il y a quelques personnes, vraiment une vingtaine, une centaine de personnes qui refusent, et que quand on arrive à une autre obligation, on dit non. C'est que nous-mêmes, on est schizophrènes. Non. On accepte. Non. Ouais, Tarek, c'est allez-y, pas la Jacques. même chose. Et là, je vais faire le porte-parole de Maître Magribi qui vous répondrait. Les vaccins qui sont distribués aujourd'hui sur la Covid-19 n'ont pas leur brevet l'ancienneté. définitif. Ouais. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur l'efficacité ou plutôt ce que contient ces vaccins. Et le médicament des docteurs Raoult qui a 70 ans a été interdit alors qu'il a Bah, bien 70 sûr. ans de preuve. Ouais. Bon, donc c'est pour ça que je dis on est Non mais c'est pas la même chose entre les vaccins effectivement qui sont obligatoires pour les enfants et pour entrer à l'école et qui ont quand même une certaine ancienneté Cher Christophe, que quand des vous vaccins partez- qui ont à peine quand vous voulez partir 8 mois. quand vous voulez partir en Afrique et Oui. pour les musulmans à la Mecque et pour d'autres pays, si vous n'avez pas tel ou tel vaccin, vous pouvez pas monter dans l'avion. Ouais. Et les gens qui vont à la Mecque, ils sont tous contre le vaccin, éventuellement, et ils se vaccinent pour aller à la Mecque. Donc, si vous voulez, on est dans la contradiction et de la force de la contradiction humaine, c'est que nous sommes tous et toujours dans la géométrie variable. Ouais. Oui pour ça, non pour ça, parce qu'on a un libre arbitre, et heureusement, mais il n'y a pas de logique, c'est obligatoire, oui, non, pourquoi non. Nordine est avec nous. Bonjour Nordine. Bonjour Christophe, merci de m'avoir pris. Vous appelez Bonjour d'où à tes chroniqueurs. Vous appelez d'où Et Nordine moi je comprends pas. De Dreux. De Dreux. En Normandie. Ah, en Normandie, très bien. Alors Nordine, on vous écoute. Voilà. Moi, je comprends pas que cette situation, c'est grave quand même. Le pays de la liberté, des lumières. On vous appelle là juste avant, on vous propose une vaccination obligatoire et tout. Il faut arrêter de déconner. Moi, je respecte les gestes barrières. Je suis pas vacciné. Je vais jamais me vacciner. Même on m'oblige, je ne me vaccinerai pas. Et voilà. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc je comprends Nordine, pas, en fait. si je comprends bien, vous refusez de vous faire vacciner et c'est votre droit. Ça veut dire que vous mettez, j'allais dire, à l'écart d'une vie que certains ont aspiré à retrouver. C'est-à-dire pas de restaurant où quand vous y allez, vous faites un test PCR, c'est ça? C'est ça. Très C'est bien. ça, tout simplement. Et moi, franchement, cette affaire-là, c'est c'est un flagrant délit, en fait. On veut opposer chacun. Et la majorité des gens qui vous appellent, ils veulent une obligation obligatoire. Mais comment un vaccin, il y a des études de fait dessus et tout. C'est quoi ça? Toute la journée, on allume la télé, on vous parle de ça, à la radio, on vous parle de ça. Faut arrêter, c'est une psycho. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'actualité sur Zemmour, c'est pour ça qu'on reparle du Covid. C'est triste, c'est vraiment triste. En tout cas, Nordine, vous avez fait le choix de ne pas vous faire vacciner. Vous voyez l'éducation des gens, ils sont sur leur téléphone toute la journée, ils parlent même pas avec leurs enfants et tout. On vous parle du vaccin. Et c'est incroyable, monsieur. Merci Nordine, merci beaucoup. Vous avez un téléphone qui est pas top. Voilà, il faudrait penser à le faire vacciner votre téléphone en l'occurrence. Merci Nordine en tout cas. Voilà, donc ça veut dire que la vaccination est pas obligatoire. La preuve en est, Nordine, voilà, accepte et a fait le choix de vivre comme cela. Dans un instant, le zapping. Le zapping avec du Valérie Pécresse, avec du Gérald Darmanin et du Zemmour. À tout de suite. Bon programme en perspective. Le LGF, le grand forum, émission de référence tous les jours 16h-18h sur France Maghreb 2 avec Tarek Sassi et Tarek Mami. Tarak et Tarek. Voilà. Et la belle histoire dont la feuille se remplit
évidemment. Et qui est silencieux pendant toute l'émission, c'est extraordinaire. Absolument. Tarak comme Irak et Tarek comme Star Trek. Très bien, super, merci beaucoup pour ce petit comparatif. Nadia de Saint-Etienne est avec nous. Bonjour Nadia. Salam alaikum les amis, comment allez-vous? Bonjour Nadia, comment ça va? Eh bien écoute, moi j'ai une bonne nouvelle en ce qui me concerne. Depuis la semaine dernière, je suis rentrée en rédemption. Alors bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. vous êtes rentrée en rédemption, c'est formidable ma chère Nadia. Voilà. Elle écoute la radio comment, Christophe? La Loire, ce matin, la préfète a décrété le masque obligatoire. Voilà, oui, Christophe, c'est vrai, nous sommes dans des départements où le masque est de nouveau obligatoire. Dans les rues. Ouais. Voilà. Ouais. Ensuite, la semaine dernière, j'ai un ancien collègue qui est infirmier en réanimation. Alors, quand même, il faut savoir qu'il y a des gens qui, même vaccinés, meurent dans de terribles souffrances. Ce n'était pas vieux. Et donc, il y en a 4 qui sont décédés la semaine dernière en réanimation dans l'Ain, service réanimation l'Euro CHU de l'Ain. Et ensuite, moi, c'est cette vaccination, mais enfin, les gens ne se posent pas des questions. Pour toutes ces injections, c'est un vaccin qui est efficace. Il ne fonctionne pas comme ça. Ça va se réveiller à un moment donné. Et tous ces gens qui disent on confine, eh bien moi je dis allez taxiche Christophe, qui confine, écoute bien, tous les non vaccinés et tous les vaccinés vous allez vous polluer, mais ça va être phénoménal. Nadia, vous nous écoutez comment à Saint-Etienne? Moi je vous écoute sur l'internet, sur le PC. Ah, sur le PC, très bien. Sinon je vais, et j'ai filé le tuyau à plusieurs personnes d'ailleurs, tu sais que sur les portables on a radio. Oui, l'application. France Maghreb 2. Par contre, on vous trouve pas sur la box, hein. Sur les radios de la box, monsieur Mami, je vous trouve pas. Alors, vous pouvez la trouver sur... Voilà, les cas sont trop forts. Ça, c'est pas moi. Voilà. Vous pouvez la trouver sur la box, elle est sur Free, et elle est sur... quand vous allez sur ça dépend qu'est-ce que vous avez comme fournisseur. Vous avez une application sur la télévision qui s'appelle Radio Player, et elle est dessus. Voilà. Et sinon, quand j'avais Free à l'époque, je vous avais, mais sur SFR, vous n'y êtes pas. Ouais. On est sur de toute façon, là, on est en train de quitter tout ça pour rester sur l'AFM, le DAB et surtout l'application téléphone. Voilà, puis je voulais souhaiter plein de courage à notre ami là qui s'occupe des toxicos parce que c'est notre ami Tarak. C'est vrai, Tarek, Tarak ne sait pas de quoi on parle. Ouais. Ça, c'est des maladies, des choses terribles, terribles. Merci Nadia. Merci beaucoup. On en a parlé aux infos, enfin j'ai pas entendu en tout cas, qu'il y a 2 jeunes qui se sont fait tuer au niveau de la drogue à Carcassonne, vous l'avez vu? Non. Bah, c'est pas étonnant, pas étonnant. Si c'était à Marseille... 100 mètres de chez ma fille, elle a rien entendu, heureusement, elle a rien vu, heureusement. Voilà. Pas étonnant, si c'était à Marseille, tout le monde en parle, mais à Carcassonne... Ouais, Carcassonne, puis il y en a un, je connaissais son grand-père. Et les villages, on le dénonce depuis très longtemps, les villages sont très souvent les endroits où il y a le plus de toxicomanie, parce qu'il y a tellement d'ennuis et de chômage que les gens oublient leur misère avec la drogue. C'est vrai. Il y a des drogues dures, et je ne parle pas de cannabis. Avec toi, alors tu en toute amitié, pas par arrogance. Moi, les derniers clients que j'ai eus dans ma patientèle avant que j'arrête de travailler, c'était la fille d'un juge des affaires familiales, enfin d'un juge d'instruction qui est maintenant juge aux affaires familiales, je dirais pas où, vous le comprenez. Mais la meuf, c'était une super toxico, quoi. Il fallait voir. Elle avait la Mastercard et elle l'achetait pour tout le monde d'ailleurs. Et elle achetait la blanche, elle achetait pas du shit. Merci Nadia, je vous embrasse. Dans le consommateur, Christophe, il n'y a pas de drogue. Ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas d'incendie. C'est ça. Merci Nadia. Je vous embrasse tous bien fort. La belle histoire, je t'écoute. Tu nous manquais. Il est très silencieux, mais il travaille. Ouais, il travaille. Oui, très bien, très bien même. Allez, à bientôt tous. Salut Nadia, merci beaucoup depuis Saint-Etienne. Merci beaucoup. Saint-Etienne, il y a une belle ambiance aussi au stade de Geoffroy Guichard, il paraît. Ouais. Moi j'ai fait le stade Vélodrome il n'y a pas longtemps, Parc des Princes. J'attends de faire Saint-Etienne et Lens. Il paraît qu'à Lens aussi c'est formidable à Lens. On chante encore les corons de Pierre Bachelet à Lens, vous savez, c'est légendaire. Bon, messieurs, on va passer maintenant au zapping. Ah oui, avec les moments qu'il ne fallait pas rater à la télévision ou à la radio, bien sûr. C'est parti pour le zapping. Qu'est-ce que j'ai dans le zapping? Eh bien, hier, Valérie Pécresse, au lendemain du débat des Républicains, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Et voici qu'elle en a profité pour tacler la télé BFM TV au sujet de l'immigration. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'immigration lors de ce débat. Eh bien, Valérie Pécresse a tenu à donner sa vérité. Écoutez. Un peu monomaniaque sur les questions d'immigration, non? Je vais y revenir. Ah bah non, excusez-moi, ceux qui sont monomaniaques, c'est BFM TV. Pardon de dénoncer. Non, c'est pas BFM TV. Pardon de dénoncer, monsieur Bourdin. Je balance, mais vous avez fait 45 minutes sur l'immigration.
Alors voilà, pour Valérie Pécresse, c'est la faute de BFM TV, Tarek Mami, Tarek Sassi, amis auditrices auditeurs, qu'on a parlé 45 minutes d'immigration. Moi j'adore, d'abord c'est pas 48, c'est 58. Puisque moi je me suis tapé toute la chose. Et elle n'avait qu'à profiter de son temps d'antenne pour dire cette phrase en plein débat. Et pour dire, on parle trop d'immigration, je veux parler d'autre chose. Sauf que, si elle disait ce genre de phrase, cher Christophe, cher Tarak et chers auditrices et auditeurs, elle perdrait parmi les électeurs du 4 décembre au sein de LR. Et donc, c'est malheureux que Bourdin, pour une fois, qui lui virevolte, ne lui a pas dit, madame, pourquoi vous n'avez pas dit ça hier? Je ne sais pas d'ailleurs s'il lui a dit ou pas, mais elle vient donner des leçons là où elle-même ne se donne pas de leçons. Elle n'avait qu'à contester l'horaire. Et d'ailleurs, elle pouvait aussi poser la question que je me pose, cher Christophe. On ne fait pas un débat de 3 heures pour une élection présidentielle en commençant par l'immigration, alors que l'immigration, dans tous les sondages, elle vient en 5e ou 6e position, et que dans tous les sondages, la première question qui vient, c'est le pouvoir d'achat. Oui, pourquoi elle accepte de commencer par l'immigration et de ne pas dire on commence par le pouvoir d'achat? Oui, parce qu'on va expliquer comment ça se passe. Et effectivement, quand il y a un débat, ça se réunit entre les. Mais ça discute. Elle dit non, moi je ne veux pas. Et on choisit. Oui, voilà. Mais elle choisit. Donc elle a ratifié. Voilà. Si elle a ratifié 40 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes, elle ne peut pas venir le lendemain. Mais vous avez bien fait de nous donner cet extrait que je n'avais pas écouté. Peut-être que sur le pouvoir d'achat, ils n'ont pas vraiment de proposition. C'est peut-être la problématique. Et donc pourquoi il se présente au président de la République? Je sais pas. Pour virer les immigrés? Ouais, peut-être, c'est ça. C'est le sujet clivant en tout cas. On parle de checkpoint dans certains quartiers et à propos de la drogue. C'est Laurence Ferrari qui l'a dit et ça a agacé le ministre de l'Intérieur Gérard. Comment s'appelle notre ministre de l'Intérieur? Moussa. Gérald Darmanin, qui était sur le plateau de Laurence Ferrari hier sur CNews et Europe 1. Écoutez. Il y a des checkpoints à certains endroits. Mais checkpoint, ça rappelle la Palestine et Israël. Il ne faut pas être non, mais il y a des barrages. Excessif. Non, il y a des barrages. Vous êtes excessif, mais c'est pas grave. Non, je ne suis pas excessif. Je suis réaliste, je vois les faits. Je pense que je vois plus ces policiers. Il me semble-t-il que je fais plus de nuit avec eux que vous ne pouvez en faire. Mais ce qui est vrai. On rencontre un certain nombre aussi. Voilà, elle est très, très énervée, Gérald Moussa Darmanin. J'adore parce qu'en fait, il dit ce qu'il n'aurait jamais dit si on avait parlé de Palestine. Moi, j'ai l'esprit un peu tordu. Si on lui avait posé la question sur la Palestine, jamais il n'aurait parlé de checkpoint contre les Palestiniens. On lui parle de policiers, la Palestine revient. Chercher le naturel. Il revient au galop. Ouais. C'est ça. Ouais. Hein, Tarak. Franchement. Non, mais elle abuse, Laurence Ferrari, non? Elle dit juste une vérité. Elle dit juste une vérité. Et encore une fois, de toute façon, on a un Gérald Darmanin qui est dépassé sur tout, alors que... Alors, elle dit une vérité, d'autant plus que moi, quand j'étais à Marseille, quand vous arrivez, cher Christophe, et vous l'avez constaté, quand vous arrivez dans certains quartiers et que vous n'êtes pas accompagné... Mais il y a la même chose à Nanterre. Oui, par un localier ou pour quelqu'un qui est on vous dit, vous allez où? Si c'est pas un checkpoint métallique, il y a un bonhomme, il dit, tu vas où? Grand Vaud, Nanterre, c'est blindé, mais qui tolère ça? Qui tolère ça? C'est encore une fois... les préfets de département qui ne font pas leur boulot, c'est des élus aussi qui laissent faire certaines choses, et c'est aussi les offices HLM qui sont privatisés, qui savent et qui ne font rien, et qui font remonter des rapports aux municipalités. Donc oui, il y a des checkpoints. Et non, par contre, monsieur Darmanin, ne faites pas le comparatif avec Palestine et Israël parce que on n'en est pas encore là. Non, mais et surtout, quand vous parlez de la Palestine et quand vous dénoncez ici les checkpoints, il fallait dénoncer les checkpoints là-bas aussi. Il faut être logique. Ouais. Oui. Baisse dans les sondages pour Éric Zemmour. Ce dernier a l'explication. Écoutez plutôt, ça vaut son... Les sondages, les instituts de sondage ne font pas bien leur travail. Non, c'est pire que ça, vous allez voir. D'accord. Éric Zemmour commence à baisser. Pour la première fois depuis 1 mois et demi, il connaît un petit tassement. C'est le résultat du dernier sondage Odoxa pour l'Obs. Selon notre dernière enquête ELAB, le polémiste, pas encore candidat, baisse de 1 à 2 points dans les intentions de vote au premier tour. Le polémiste recule dans 2 sondages publiés aujourd'hui, ELAB et Odoxa. Je connaissais pas, je vous avoue, les instituts Odoxa et ELAB, donc pour moi c'est une découverte. Vous les connaissez pas? Non, je les connaissais pas. Moi, politique, vous les connaissez pas? Non, moi vous savez, je connais l'IFOP, Harris, la Sofres, les grands instituts quoi. C'est comme en foot, il y a des grands joueurs et des petits joueurs. Il est un peu mauvais joueur, non, Éric Zemmour? Oui, il y a beaucoup de mauvaise foi dans la bouche de Éric Zemmour à l'instant. Il dit seulement connaître les instituts qui le donnent en hausse. Ça, c'est assez pratique. En revanche, il discrédite ceux qui le donnent en baisse. Ça aussi, c'est plutôt pratique. Je connaissais pas, je vous avoue, les instituts Odoxa et ELAB, donc pour moi c'est une découverte.
Il est extraordinaire quand même. Il connaît pas les instituts de sondage qui le font baisser. Par contre, il connaît très bien ceux qui le mettent en hausse. Vous connaissez la phrase « le menteur à l'insu de lui-même » Non mais il ose tout quoi. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, comme dit l'autre. Si vous pouvez nous la mettre d'ailleurs, puisque vous l'avez comme générique, les cons qui osent tout, c'est même ça. C'est Audiard. Ah oui, Audiard que vous avez dans la boîte. Moi, j'adore chaque fois que j'écoute cette phrase, parce que c'est encore un. Ouais, effectivement. Alors, l'explication d'Éric Zemmour t'a-t-elle convaincu, mon cher Tarek Oh, non. C'est un gâteau qui dégonfle, tout simplement. Parce que, tu sais, quand il y avait le scandale du crack, il y avait très souvent des passages et qu'à un moment donné, Pascal Praud me dit « Alors, il va falloir changer votre prénom, c'est Éric Zemmour. » Moi, j'ai pris ça à la rigolade, il était à 7%. Puis là, d'un seul coup, ils ont fait un tel travail qu'ils l'ont fait monter. Il n'a plus d'actualité, il n'a plus vraiment où se faire insérer. Les gens, ils ont beau forcer. Ben, on découvre en fait la réalité et on voit en fait qu'au fur et à mesure, ils se dégonflent parce que en dehors de parler des musulmans, de faire la ségrégation et d'avoir une politique qu'on pratiquerait sur les Ouïghours ou une politique limite nazie envers les gens, la population musulmane et les gens issus de l'immigration, il n'a rien d'autre. Il n'a aucun programme pour le pouvoir d'achat, il n'a aucun programme pour la sécurité, il n'a aucun programme sur quoi que ce soit. Et la seule question qu'on peut lui poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ces étrangers qui foutent la merde ? C'est tout. Il n'a rien d'autre et en fait c'est ça son programme. Et à un moment donné, c'est des gens qui sont faibles, qui ont voulu céder à ça, pour la plupart des faibles d'esprit, qui pour la plupart, quand on regarde dans ses commentaires, faut voir les contenus racistes qu'il y a parce que je peux vous dire que les gens du Front National ils sont respectables devant eux et que il sera éternellement sali par ce qu'il a fait et la politique qu'il a pratiquée et que maintenant il va faire que baisser parce que il n'a aucune force de proposition. Et il va falloir que la droite et la gauche, maintenant, fassent son boulot, et j'espère, pour valoriser la politique, faire des vraies propositions, parce que sinon, on va se retrouver encore en marche. Éric Zemmour mérite au moins ce jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. Voilà, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est une magnifique phrase, extraordinaire. La belle histoire. C'est bien d'avoir convoqué Jean Gabin pour cette fameuse phrase. D'ailleurs, en plus, hier, c'était le 45e anniversaire de son décès. Exactement, la belle histoire. Puisque tu prends la parole. Et il a raconté une anecdote, en tout cas une anecdote de Jean Gabin, il était republiée ce matin, mais extraite de l'INA. C'est un soir, on l'invite à venir à une télé à 20h30. Et il arrive, donc machin, et l'autre, je sais pas ce qu'il lui dit, le journaliste, il dit, vous savez, moi d'habitude à cette heure-ci, je suis devant la télé pour regarder et pour manger, parce qu'à midi je mange jamais, et que le soir, je ris de tout ce qui se dit à la télé en mangeant. Et là, tu m'as empêché de manger et de rigoler ce soir. Ouais. Dans un instant, la belle histoire, la chronique s'appelle... Ça se dispute. Ça se dispute. À suivre, à découvrir. Dans un instant, à tout de suite. Le grand forum, et pour celles et ceux qui sortent du travail peut-être et qui n'ont pas pu suivre le match Algérie-Burkina Faso, un match important pour la qualif au mondial au Qatar. Sachez que l'Algérie mène 1-0 à la 37e minute, but de Mahrez pour l'instant, donc c'est plutôt bien parti pour les Verts qui continuent leur invincibilité en Afrique et même au niveau mondial, ce qui porterait à 33, mais le match est loin d'être terminé, 33 matchs sans défaite pour l'Algérie. Un match important, sachant aussi qu'il y a un autre match important ce soir pour la Tunisie, et c'est à 20h, Tunisie-Zambie je crois, hein, je dis pas de bêtises. Je ne suis pas le foot, je me suis arrêté à Olivier Hatton et Ben Baker, donc je ne suis pas le foot, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, je sais qu'il y a des amateurs de l'Algérie, et donc l'Algérie mène 1-0 à la 37e minute, but de Mahrez, l'excellent Mahrez, évidemment. Alors, la belle histoire... C'est parti pour la chronique en direct dans les studios de France Maghreb 2. Et la chronique s'appelle La Belle Histoire, ça se dispute. C'est à toi de jouer. Alors, vous voyez là, les choses sont véritablement en direct puisque je viens de terminer, enfin presque de terminer, mais on va improviser. Alors, je vais me rapprocher, évidemment. Merci. Micro. Donc, ça se dispute. Nouvelle chronique du jour. Pour notre pays qu'est la France, ça fait jaser tous les jours, car notre drogue antidémocratique de la culture du canapolémisme
canapolémisme à haute dose. La République craque en pensant que la plaque tournante de la Macron-économie tomberait, remplacée par le blanchiment d'argent en race, par la Marine nationale, Mafia Bilouz en Chianli-Ciotti, Anne Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France de football, F-A-U-T-E-S, puisqu'effectivement elle est responsable de cette fameuse équipe de France de football politique, élevant en grade Staline en lui ouvrant grande ouverte la porte des triples Villettes de Belleville. C'est beau. Très très beau. Malheur absolu quand la terreur rôde et les riverains en ont assez d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. On n'attend pas d'hommes providentiels ni de femmes héroïnes proposant le LSD, le sale débat, mais mendicité pour dose où l'indispensable le dispute à l'impensable, le dispute à l'indispensable. Quartier Nord comptant ses morts, les barons de la gauche et de la droite n'y feront rien, les dealers ne sont pas là où l'on croit. Comment s'occuper dans un pays 6e impuissance mondiale du jeune premier Jean-Luc à la rue, alignant tristement son nez et ses billets jour après jour, après une page de pub sur TV6, là où pour certains le mardi lucide signifie déjà dimanche, quémander les sous pour être sans dessus-dessous, toujours à l'heure, c'est toujours l'heure, mais comme dirait l'autre, ça se discute, alors qu'en réalité, ça ne se discute pas. On agit, pas réagit. Il y en a qui se mettent des œillères là où l'autre mettait son oreillette d'addiction dans les narines. Il faudra sans doute un immense plan Marshall sans tricher et non un Alain Marshall et Olivier Truchot en BFM TV. Quand sur CNews, ça se dispute. Bravo. Confinement, couvre-feu, passe sanitaire et 3e dose. L'aventure continue pour le pire et le meilleur du pire. Tergiversation éternelle, là où la France dépasse pour la première fois depuis près de 2 mois en taux d'incidence supérieur à 100, pendant que le taux d'indignité de Zemmour et compagnie est depuis jadis supérieur à 100, à feu et à sang en assassinat politique. La défense de Pénélope fait flop car François nous l'a mis dans le fillon. La justice en palais adopte le geste barrière institué sans passe-droit salutaire. Au même moment, le débat islamo-immigrationniste des Républicains témoigne d'une doctrine vide de sens, rassemblée sans geste barrière en casino, par touche et pas à mon poste de télévision car je suis vacciné au discours de coups de menton, j'éteins ma télé et les problèmes s'envolent. Même Morandini n'aura pas le temps de dire « ne zappez pas, il sera mort en direct ». C'est mon comité de vigilance personnel, aussi efficace que le CSA et le président Cabanis du regretté Hervé Bourges. Je zappe et je mate quand Pécresse dénonce sur BFM TV sur BFM TV, coup de jarnac arnaque pour retour en bâton gourdin chez Jean-Jacques Bronzman. Clash inutile de Gérald de Moussa Darmanin, défendant le bateau ivre politique, renvoyé au 6,50 m par celle qui est contre les 30 km/h à Paris. C'est normal, elle roule pour CNews en Ferrari. Zemmour, en disgrâce dans les sondages, faisait le tri sélectif entre petits et grands instituts. Ça s'appelle être petit joueur. Pour finir, Christophe a sa drogue, en effet. La volupté de fumer en cigarette. Tarak se soulage avec un sandwich campagnard et Tarek montre le chemin en indispensable Sherpa des ondes. En parlant de Sherpa, avec toutes ces disputes, j'ai envie vraiment de voyager. Alors je dis Tarak, Tarek, Trek, Salama. Bravo, la belle histoire, bravo, c'est du grand art, hein, c'est de la grande chronique là pour le coup, hein, Tarak. Vraiment, non mais vraiment, il mériterait d'avoir sa radio à lui tout seul. Non, il a son émission, c'est le LGF, c'est la sienne. Non mais vraiment, ce mec est incroyable. Bah oui, il est incroyable, c'est pour ça qu'il est dans le grand forum. Ouais, bravo la belle histoire. Vous avez bien constaté Tarek et Tarak, parce que là il est en direct avec nous, que quand il est arrivé, sa feuille était blanche. Ah oui. Voilà. Il y a eu 5 pages de rempli. 5 pages. 5 pages aujourd'hui. C'est la moyenne. 3. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Très bien. Et c'est un exercice dans lequel il excelle, la belle histoire. Et bravo, je sais que tu sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te réclament. Hein. Toutes les personnes qui doivent faire des dissertations pour le bac, vous pouvez faire appel à la belle histoire. Il fera votre devoir à votre place. Alors on m'a posé la question. On m'a posé la question ce week-end. Pourquoi la belle histoire? Pourquoi tu t'appelles la belle histoire? Bah en fait. Il
faut rappeler le contexte. C'était l'année dernière, pendant le confinement, en tout cas, sortie du confinement au mois de juin, où j'ai appelé la radio complètement par hasard. Et en plus, l'émission a été diffusée en direct sur Facebook, il me semble. Et j'avais proposé, avec Philippe Bouriaki à l'époque et Audrey Prodesti, le soin de résumer l'émission une fois qu'elle serait quasiment terminée. Ouais. Et puis il y a eu une chronique, 2 chroniques, 3 chroniques. Et pourquoi La Belle Histoire? C'est tout simplement une association que je préside qui s'appelle La Belle Histoire Mende-Val-Fouré, qui est une association qui valorise le patrimoine historique, matériel comme immatériel, du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Formidable, ouais. Ça donne presque envie d'aller au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie pour ceux qui ne le connaissent pas et qui a beaucoup changé depuis 20 ans. Ben venez le Alors écoute, je te lance à Paris en direct, La Belle Histoire. Et d'ailleurs, je vais le lancer. Je vais le lancer d'ailleurs à tous nos chroniqueurs, cher Tarek et cher Tarek, qui sont pour beaucoup faisant partie des municipalités ou d'associations. Leur demander d'organiser notre venue pour valoriser un petit peu votre secteur, votre ville, votre endroit. La Belle Histoire, ça pourrait être donc du côté de Mantes-la-Jolie. Je sais que Bouriaki pourrait nous emmener à Orly et d'autres chroniqueurs pourraient nous emmener un petit peu chez eux. Voilà, on va sortir un peu aussi de notre confort pour aller à votre rencontre, amis auditrices, auditeurs, grâce aussi à nos chroniqueurs qui ont la possibilité d'organiser notre venue dans des conditions absolument réussies. C'est important. Il faudra qu'on fasse comme Morandini, qu'on appelle Moussa, qu'il nous donne quelques gardes-corps et quelques policiers. On ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est vrai. On n'ira pas jusque-là, mais... Non, on va le fourrer, on risque rien, on va le fourrer. Non, on risque rien et probablement qu'on serait ravis de vous recevoir. Mais bien sûr, bien sûr. Au milieu du marché forain. Oh, magnifique. Tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. En tous les cas, voilà, il y a le choix entre le mardi et le vendredi. Vous savez où il y aurait une belle émission à faire, Tarek? Oui. Au marché aux puces, il y a un café. Moi, je le connais. Dans l'intérieur, vous le connaissez. On s'y installe. Et là-bas, ça serait formidable. Alors, dans une des vies de la radio, on avait eu, vous le savez, cher Christophe, un bus qui s'installait tous les samedis devant une mairie de l'Île-de-France. En coordonnée avec le maire. Le maire avait droit à un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on faisait l'émission avec les habitants et entre nous. Et la plus belle, en termes professionnels, émission que j'ai eu à faire, c'était dans la ville de M. Copé, à Meaux. À Meaux, ouais. Alors, avec une anecdote extraordinaire. Pain au chocolat? Avant, c'était bien avant. J'arrive, à l'époque, j'achetais Libération quand Libération était encore un journal de gauche, comme je l'estimais. Et j'avais toujours le journal plié dans la poche. Et en arrivant dans la ville, je m'arrête pour chercher l'endroit qu'il nous a fixé. Et je regarde, donc il y a bien indiqué, et j'ai rien contre, la cathédrale, les églises et la synagogue. Et là, je commence à bien regarder. Et je ne vois pas mosquée, alors que je sais qu'il y avait 2 mosquées. Et on arrive donc dans le bus, on commence l'émission, je le pousse un peu, et à certains moments, il me dit, c'est normal les questions que vous posez, je vois que vous avez Libération dans votre poche, donc vous êtes venu contre moi parce que le candidat qui est en face est socialiste. Et je lui dis, je vous remercie, monsieur le maire, parce que là, vous m'entendez une perche que je n'aurais jamais osé faire, et je sors mon journal, et je lui dis, voilà, en arrivant, j'ai trouvé ça. Je sais qu'il y a 2 mosquées, pourquoi elle n'est pas là? La réponse de l'homme politique, Afrit, comme on dit en arabe, un diablotin. Et il me dit, la carte installée dans la ville, c'est pas le maire qui s'en occupe, c'est Déco. La fichère. Je dis, bon, alors vous allez dire à Déco qu'il manque les 2 mosquées, et l'année prochaine, on viendra pour voir si Déco a fait ou pas. Et depuis, il est redevenu un homme normal. Dans un instant, Libertad. Suite du match Algérie-Burkina Faso et égalisation des Burkinabés, ce qui nous fait pour l'instant 1-1 entre l'Algérie et le Burkina Faso. Match très important pour la qualif, pour le rappel, et surtout pour l'invincibilité, bien entendu, de l'équipe d'Algérie qui pourrait soit gagner, soit faire match nul, et continuerait donc leur invincibilité avec 33 matchs. C'est important, mais c'est surtout très important pour la qualif au mondial, bien entendu. Donc à la mi-temps, Algérie-Burkina Faso 1-1 pour le moment, et donc on va suivre la deuxième mi-temps après 18h, et surtout le match ce soir de la Tunisie à 20h, un match à ne pas perdre pour nos amis tunisiens.
La belle histoire, Tarek Sassi, Tarek Mami sont avec nous et c'est le moment de Libertad où vous allez pouvoir, où vous vous trouvez, nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir nous appeler pour quoi? Christophe, c'est moi qui parle. Oui. Parce que c'est le moment de la Libertad. Et Oui. je vais me permettre, cher président, d'utiliser la moindre seconde de Libertad en envoyant un message, comme je l'ai fait hier, à ma petite Karima, en lui disant que je l'aime très fort. Voilà, c'est fait, c'est dit. Toi, tu m'inquiètes, ta belle histoire. Hein. Par contre, avec elle, hein, par contre. C'est pas du tout inquiétant. Ça s'appelle le kiff. J'espère surtout que c'est pour rien. C'est pas pour rien qu'elle écoute au moins. Ah ouais, j'espère. Parce que si quelqu'un va Elle écoute de rapporter très loin. que, hein Elle écoute de très loin, mais elle est tout près. Très bien. Alors, je répète, donc coup de gueule ou coup de cœur, ou peut-être aussi nous faire une proposition pour changer la France. On en a eu quelques-unes la semaine dernière, j'aimerais que ça continue. Parce que voilà, il n'y a pas que les hommes et les femmes politiques qui proposent des choses. Le peuple et les citoyens ont le retour du terrain, l'expérience, pour nous dire ce qu'il faudrait faire, ou proposer des choses parfois qui paraissent des petits détails, mais qui peuvent changer la vie de beaucoup. 01 40 33 9000, allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Farid. Farid, tu nous appelles d'où, Farid? De Courbevoie. De Courbevoie. Qu'est-ce qui se passe, mon Farid? On t'écoute. Alors, juste une question, de savoir qu'est-ce que tu penses de Cyril Hanouna et de Xavier Bertrand. Alors, à qui tu poses la question? À toi. À moi? Pourquoi moi? J'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont deux personnes qui n'ont absolument rien à voir. L'un est politique, président des Hauts-de-France, candidat au LR, avec toutes les composantes que vous connaissez de ce personnage. Et Cyril Hanouna est un homme de télé qui, aujourd'hui, s'illustre avec une certaine... Qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Anas Kazib? Anas Kazib, c'est-à-dire la propagande de Zemmour. Là, ça fait beaucoup de questions, mon ami, Farid. Moi, je suis pas là pour penser, je suis là pour vous écouter, surtout. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Là aussi pour nous défendre. Ouais, mais non, je défends personne, Farid. Qu'est-ce que tu penses, toi, alors? Parce que de me poser les questions, apporte-moi les réponses. Bah non, c'est toi qui es plus calé pour ça. Non, je suis pas calé du tout, mon Farid. Bon, merci beaucoup, mon Farid, en tout cas, pour tes questions. Hein, désolé, mais voilà, si les chroniqueurs veulent y répondre, oui, mais moi, pas je moi. veux bien, moi, je veux bien. Vas-y. Tout simplement, ce qu'il veut souligner, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna sert la tambouille d'une droite nauséabonde. Après, bon, moi, ce que je peux dire sur Xavier Bertrand, c'est toujours ce que j'ai dit. Comment ce mec-là peut se permettre de vouloir présider la France quand il a transformé le Hauts-de-France en haut de chômage? Donc déjà, qu'il commence par s'occuper de sa région. Et que clairement aujourd'hui on est passé, je reviens sur Cyril Hanouna, on est passé d'une émission qui est censée divertir et informer comme le fait Radio France Maghreb 2 à une émission qui fait 100% de propagande droite nauséabonde et zémourienne quand on invite des Dalton, mais on n'invite pas justement des gens qui font un vrai travail de terrain et qui peuvent être exemplaires et qui sont issus de l'immigration. Bon, moi c'est ça que je reproche à Zemmour. Il invite tout le monde pour le coup. Non, il invite pas tout le monde. Je peux te dire qu'il invite pas tout le monde parce que nous qui sommes sur le terrain, qui avons aidé beaucoup de personnes et qui voulons faire de la prévention, il n'a pas accepté encore de nous inviter et il ne nous invitera pas. Il faut être raciste pour être invité chez Cyril Hanouna. Si. Messia, Zemmour et tous les blogueurs qui défendent Zemmour et je citerai comment il s'appelle l'autre, la Gucci. Voilà, il faut être raciste pour être invité. Papacito normalement devait le faire, il l'a pas fait parce qu'il y a eu le scandale avec devant le Brasco. Bon. Mais clairement, pour être invité chez Cyril Hanouna, il faut être un raciste et en aucun cas il ne met des exemples valorisants en avant. Moi, je partage absolument pas ton avis. Je prends mes responsabilités. Oui, bien sûr. Et je suis déjà allé à sa production. J'ai déjà été reçu par son directeur. C'est pas comme ça que tu vas être invité, je te le dis. Ah mais je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement parce qu'à partir du moment où est-ce que tu as un Morandini qui a fait le choix de ramener Stanislas Rigaud qui n'habite pas dans nos arrondissements pour faire de la propagande politique, ces gens-là ont fait un choix et ils doivent l'assumer et ils doivent assumer quand on contre-attaque. Et quand ils disent que c'est la liberté d'expression, on est libre de critiquer. Voilà. Libertad 01 40 33 9000. Il s'appelait Tarek Sassi. Voilà, celui qui vient de parler. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Samir 95. Bonsoir Samir du 95. Qu'est-ce qui se passe, mon Samir? Impeccable, ça va, impeccable. Non, moi je voulais faire juste une petite remarque. Oui. Le plus important à comprendre, ce qu'il y a à comprendre depuis toutes ces politiques, tous ces politiciens, c'est que ceux qui sont les plus dangereux,
ce sont pas ceux qui se proclament tel ou tel parti, ce sont, je crois, ceux qui les suivent. Parce que quel que soit, que ce soit Zemmour ou d'autres, à partir du moment où ils ont des idées, faut bien comprendre ces idées sont vraiment partagées par beaucoup de Français. Et c'est là où il y a un problème. Après, les médias, ils font un travail, on va dire un travail, une propagande. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse moi, c'est pas ce que dit Zemmour ou ce que dit tel ou tel politique. Ce qui m'intéresse moi, c'est que quel est le résultat final auprès des Français qui vont aller aux urnes. L'idéologie qui se propage, ouais. Et là, j'ai je voulais faire une petite intervention. J'aime être français, avoir une origine bien sûr marocaine, mais j'aime toute cette communauté en France, qu'elle soit tordue ou pas, mais qu'il y a des gens très intelligents, des gens de toute, je sais pas, de toute la région du Maghreb, on va dire, entre guillemets. Voilà, je vous aime, point la ligne. Bon, bah c'est bien, mon Samir, merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Voilà. Et c'est intéressant ce que nous dit Samir, hein, pour le coup, parce qu'il y a effectivement ceux qui propagent des idées, et il y a ceux qui les répartissent, enfin qui les répètent, quoi, en fait, les suiveurs. Je peux tacler Tarak, il reste 15 Vas-y, secondes. allez-y. Bah, c'est comme ceux qui écoutent la radio qui diffusent du rap qui n'est pas bon. Personne ne les oblige à écouter le rap, et donc personne n'oblige les citoyens à suivre. Est-ce que vous prenez le bus Est-ce que vous prenez le bus, vous le baladez en supermarché? Est-ce que vous entendez les ondes de radio qu'on vous met? On vous les impose. On vous les impose, que vous le vouliez ou non. Oui, alors vous allez rigoler. D'abord, le chauffeur doit mettre la musique pour lui. Allez lui dire ça. Attendez. Et deux, Christophe et Medjahed et moi-même, nous sommes tombés assez souvent sur France Maghreb 2. Dans un bus. Et là, ça nous dérange pas. On est même un peu fiers. Mais ça dérange les autres. Et je salue d'ailleurs tous les chauffeurs de bus qui nous écoutent. Et ils sont nombreux, d'ailleurs. Merci beaucoup, La Belle Histoire, d'être venu aujourd'hui. Merci. Il n'est pas interdit que je revienne demain. J'imagine. Merci, mon Tarak. Merci beaucoup. Vous avez le pass sanitaire pour rentrer à France Maghreb 2? Ah ouais, depuis quand il faut le pass pass sanitaire pour rentrer à la radio maintenant, Tarak Mami? C'est quoi cette nouvelle invention? Il faut bien respecter, entre guillemets... Bon, allez, 18h01, vous n'avez plus la parole, c'est terminé. Merci beaucoup, Tarak Mami. Merci à tous. Rendez-vous demain avec Pierre-Henri et avec Audrey Pronesti et probablement La Belle Histoire et probablement peut-être Nasser Lagini. Restez avec nous dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2. On va changer d'ambiance juste après les infos, évidemment.